L'enregistrement a démarré. Donc on va pouvoir commencer. Je te laisse passer à la suite. Pensez juste à bien couper micro ou caméra, on n'est pas trop nombreux, donc c'est pas gênant, mais en tout cas les micros pour pas faire, d'interférences. Hésitez pas tout au long de l'enregistrement à lever la main ou à poser vos questions dans le chat. Voilà, si vous avez bien repéré, là où vous avez la possibilité de lever la main ou de poser des questions. Et puis, bah, comme on l'a dit, la visio est enregistrée. Donc, au programme, on va parler, un gros focus quand même variété blé, où on abordera aussi des sujets, bon ça nous a été demandé, mais c'était prévu, des sujets, coût, marché. On fera un petit point, variété triticale. On reparlera du coup Protéa et on reprendra, tes questions David, sur, les associations avec les Protéas et puis on finira avec un petit point d'actualité, sur les couverts. Voilà. Donc on attaque tout de suite avec les variétés de blé tendre. Voilà, depuis quelques années, c'est une culture qui est hors dérogation, ça doit être des semences bio ou autoproduites, donc bio. Voilà, si vous avez des interrogations, vous savez que le tableau hors dérogation, voilà, est à retrouver, sur semence-biologique.org, là, dans les FAQ. Vous allez tout en bas de la page d'accueil et vous avez le FAQ, foire aux questions. Vous avez toute une série de questions un peu bateau, les plus fréquemment posées. Et vous avez un lien sur les différentes espèces qui sont aujourd'hui hors dérogation ou qui sont en passe de le devenir prochainement. Hop, bon, voilà, donc ça, on vous le refait un peu, tous les ans, mais effectivement, en bio, on a quand même, des critères pour nos variétés de blé, dont la première, résistance aux maladies avec la rouille jaune. Bon, éventuellement, on pourra en reparler un peu tout à l'heure, au niveau des variétés. Cette année, ça n'a pas été un gros problème, mais on a quand même observé, quelques traces, sur certaines variétés. Et puis en dehors de ça, on retrouve, la concurrence aux adventices avec, le pouvoir couvrant. Bon, sachant que des fois, vous êtes aussi impactés, juste, vous êtes aussi, impactés par rapport au binage. Donc, voilà, parfois vous aimez avoir des pouvoirs, couvrants très importants et d'autres fois un peu moins. Et puis, bon, l'adaptation aux conditions pédoclimatiques et le débouché. Cette année, on a rajouté slash marché. Je pense que, voilà, on en parlera un tout petit peu plus après, mais effectivement, on arrive sur des marchés qu'on n'a pas connus jusque-là. Donc c'est à prendre en compte à partir de maintenant, quoi. Alors peut-être sur ces aspects débouché marché, on vous met en dessous le petit graphique schématique compromis rendement protéines. Pour ceux d'entre vous qui ont participé à la plateforme Visite d'essai du 31 mai dernier et qui ont pu assister à la conférence de l'après-midi, il y a eu cette question de savoir quelle stratégie était à envisager par rapport à voilà, au marché ou du moins la conjoncture et la mise en marché de vos blés dans un contexte de marché un petit peu plus lourd et quelle stratégie adopter par rapport aux protéines. Et est-ce qu'éventuellement viser des variétés rendement pouvait être une stratégie intéressante pour tamponner un petit peu les dépréciations de prix de valorisation constatées dernièrement. Et il a été assez unanimement remonté de par les intervenants lors de cette conférence que il convenait de quand même pas trop s'écarter des objectifs blé qualité dans un contexte où, bon, clairement, si vous êtes à côté d'un lot de blé avec un taux de protéines relativement contenu, euh, le taux de protéines peut être quand même gage de, comment dire, être facilitateur pour la mise en marché des lots. C'est-à-dire que malgré le fait que les marchés soient relativement resserrés, il y a quand même une disponibilité relativement importante, ce qui fait que l'acheteur final reste malgré tout quand même assez exigeant.
Donc on va aborder ça en fonction du profil variétal. Il y a quelques variétés qui peuvent permettre d'aller titiller des quintaux sans prendre trop de risques par rapport au taux de protéines. Maintenant, viser une stratégie quinto, uniquement quinto, semble quelque chose voilà, d'un petit peu risqué pour la mise en marché de vos lots. Rouille jaune, Mathilde en disait un tout petit mot. On reviendra dessus quand on présentera le tableau de préconisation. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, à la fois, nous a pas trop préoccupé cette année, en tout cas début de cycle, et puis finalement qui nous a apporté quelques petites déconvenues en fin de cycle. On reviendra en détail sur la présentation des variétés tout à l'heure. Est-ce qu'on continue à avancer? Est-ce que vous avez déjà quelques petites interrogations que vous souhaiteriez soumettre dès maintenant? Ça roule pour vous? Alors du coup, Mathieu, tu faisais partie des personnes qui sollicitaient un avis par rapport au schéma coût de production et avoir une approche un petit peu plus technico-économique pour vos blés. On s'en excuse par avance. Ceux qui ont participé à la plateforme du 31 mai dernier vont réassister à la même démonstration que l'on vous a proposée sur l'atelier variété blé, mais c'est une approche qui nous semble relativement importante pour vous permettre de mieux vous projeter avec la conjoncture actuelle sur le marché des blés. On vous propose ici sur ce premier graphique le rendement moyen des différentes espèces sur la période 2005-2022. Donc ça reste une période quand même relativement robuste. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constitué grâce à vos retours d'enquête rendement. Merci encore à tous pour la rigueur que vous avez à nous retourner vos résultats. L'idée, c'est pas de faire tourner la machine Big Brother juste pour le plaisir. Ça nous permet, nous, derrière, d'avoir des choses relativement consolidées pour mouliner les chiffres. Et donc, vous allez le voir aujourd'hui, cette présentation se base essentiellement là-dessus. Sur cette période, on compile plus de 2500 données, quasiment 2600 données sur les variétés blé. Et sur cette période, en englobant l'intégralité des années culturales, on sait vous dire que le rendement moyen du blé dans la région, tout type de terre confondu, tout secteur confondu, tout précédent confondu, est de 40 quintaux par hectare, qui cache évidemment de fortes disparités, évidemment en fonction des années climatiques, et c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais on voit par exemple des grosses dents de scie comme l'année 2016, qui, pour votre information, est compilée, elle n'est pas écartée cette année avec un rendement moyen de blé de 17 quintaux. On intègre vraiment l'intégralité des années culturales. Et ça nous permet donc d'arriver à ce rendement moyen de 40 quintaux. Pour vous proposer une approche coût de production, on a travaillé grâce à une méthode qu'on appelle CATIP, le CATIP Sud Bassin Parisien, qui est un CATIP sur lequel on a pas mal travaillé avec les collègues et avec Charlotte d'ailleurs qui vous salue et qu'on excuse, qui avait une petite contrainte ce matin et qui ne peut pas se joindre à nous. Un CATIP qui permet à Arvalis de faire tourner des calculettes, les modèles de simulation et de faire des analyses multicritères sur la performance économique, environnementale et autres. Et donc, du coup, ce CATIP Sud-Bassin parisien, on l'a alimenté avec tous vos résultats récoltes qu'on évoquait juste avant, mais par contre, sur une période un petit peu plus resserrée, le rendement moyen de 40 quintaux est issu de la période 2005-2022. Là, le CATIP, on l'a fait tourner sur la période 2013-2022. Et donc, on l'alimente avec vos résultats sur la base d'une rotation type, 3 ans de luzerne, un blé de luzerne, un blé sur blé de luzerne, une orge de printemps, un protéagineux 50% févrole d'hiver, 50% en poids triticale, un blé de protéa et une orge de printemps. Ça, pareil, c'est un schéma rotationnel dont on a discuté entre collègues et qui nous semble être à peu près représentatif de ce qui se fait ou de ce qui se faisait ces dernières années dans le secteur. Et quand on remonte vos résultats de rendement à vous tous sur la région, on arrive au constat suivant. Sur cette période 2013-2022, le rendement moyen compilé de la dizaine d'années en blé de luzerne aboutit au calcul d'un rendement moyen de 41,2 quintaux. Le blé sur blé de luzerne aboutit à un rendement moyen de 30 quintaux et demi.
Et le rendement en blé de protéagineux aboutit à un rendement moyen de 35 quintaux et demi. Quand on fait la moyenne de ces trois blés, le rendement moyen en blé de la rotation est de 35,7 quintaux. Et du coup, on fait le calcul suivant. Le blé de luzerne, lui, du coup, par rapport à ce rendement moyen de blé de la rotation, arrive à un rendement équivalent à 115% de la moyenne du rendement moyen de la rotation. Le blé de protéagineux à 99% de ce rendement moyen blé de la rotation et le blé sur blé à 85%. Donc une variabilité qui est fonction des années climatiques et qui est fonction du précédent, mais qui va être également fonction du profil variétal que vous allez retenir. Ça, c'est un type de graphique que vous avez l'habitude maintenant de voir dans toutes les communications, résultats d'essais qu'on peut vous faire. Vous reconnaissez les trois principales familles de variétés, les variétés qualité, les variétés compromis et les variétés productives. Et on part du postulat qu'en tendance, quand vous allez choisir une variété qualité, ici, on retrouve quelques ambassadrices, Togano, Isalco, par exemple. Euh, Au global, en rendement, on fait à peu près 90% du rendement des témoins. Quand on va chercher une variété de compromis, théoriquement, on est bien centré plein centre de graphique et on va chercher 100% du rendement des témoins. Et quand on va chercher une variété productive, on fait 120% du rendement des témoins. Donc une variabilité productivité en fonction du profil variétal. On revient maintenant sur ces constats qu'on fait dans le cas type sud-bassin parisien en compilant vos résultats. Et on dit que par rapport au rendement de référence de la région de 40 quintaux, quand vous allez chercher une variété de compromis, donc équilibré rendement protéines, par rapport à ce rendement moyen de 40 quintaux, si on va chercher le potentiel du précédent luzerne, on est à 115% de ces 40 quintaux, soit 46 quintaux. Si on va chercher une variété qualité, on est qu'à 90% du rendement des témoins. Et en allant chercher les 115% de l'effet précédent, on est à 41 quintaux, toujours sur la base du rendement de référence 40 quintaux. Et si on va chercher une variété productive, on est à 55 quintaux, grâce au profil variétal retenu et par rapport au rendement de référence. Donc c'est comme ça qu'il faut lire le tableau. Et l'exercice est le même en précédent protéa, en fonction du profil variétal, et en précédent blé de luzerne. Quand on est dans le cas type sud-bassin parisien, encore une fois, c'est un cas type, comme son nom l'indique. Donc, on travaille avec une rotation type, mais aussi des itinéraires techniques type, qui se veulent, encore une fois, représentatifs a priori de ce que vous engagez, à la fois en termes de charge opérationnelle et en charge de méca, pour dérouler la mise en place de vos blés. Quand on est en précédent luzerne, évidemment, en toute logique, normalement, vous ne fertilisez pas. Et quand vous êtes en précédent protéagineux ou en précédent deuxième paille, quand bien même pas trop mal assolé en antécédent luzerne, on est parti sur l'hypothèse que vous appliquez 2 tonnes de fientes de volaille. Et ici, on est sur des hypothèses de fientes de volaille à 114 eurotonnes, qui pourraient peut-être être un petit peu révisées aujourd'hui. On voit les prix d'aprofertifiantes se contracter un petit peu. Donc voilà, on a déjà un différentiel sur le poste charge P lié à la fertilisation. Et puis, on a des itinéraires techniques types, on ne va pas forcément rentrer dans le détail ici, mais qui ont été chiffrés et qui font varier les charges de méca associées au précédent cultural. De 370 euros de l'hectare en précédent luzerne à 460 euros pour le plus élevé en précédent protéa. Tout ça, ça nous permet d'avoir une approche coût de production. Et dans le cas type sud-bassin parisien, on va aller au-delà de ces charges OP et ces charges de méca. Dans les charges opérationnelles, ici, vous allez retrouver en bas de barre d'histogramme en rose les charges OP liées, et j'ai perdu mon curseur ici, liées au poste semence avec une hypothèse semence certifiée à 100%, d'où un poste charge OP relativement élevé. On va retrouver les charges OP ferti qui n'apparaissent ici uniquement que sur le précédent protéa et sur le précédent blé de luzerne. On retrouve le poste charge de méca qu'on vous a présenté juste avant en fonction des itinéraires techniques type. Et puis, on va retrouver ici les autres charges. Donc, dans les autres charges, là, vous avez le fermage, vous avez la rémunération de la main-d'œuvre,
Non, pardon, la rémunération de la main-d'œuvre est juste au-dessus. Vous avez les charges de méca, vous avez les charges d'assurance, vous avez les charges sociales, les charges patronales. Bon, globalement, quel que soit le type de précédent, on est sur les mêmes valeurs. Ce qui change un tout petit peu, c'est le temps, comment dire, le temps de travail lié au précédent qui fait une toute petite variation, mais bon, on voit que c'est insignifiant en termes de variation, quel que soit le précédent. Ça nous permet de chiffrer des euros hectares qu'on va convertir en eurotonnes. Vous retrouvez ici le potentiel par rapport aux 40 quintaux hectares de rendement moyen sur la période 2005-2022, qui va être à 115% de ce rendement en précédent luzerne, qui va être à 99% de ce rendement en blé de Protéa et qui va être à 85% derrière un blé de luzerne. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est important de voir, c'est que chiffrer ces charges en eurotonnes, ben, ça nous permet derrière de vous présenter ces seuils de commercialisation ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, vous avez à 202 euros le seuil de commercialisation qui vous permet de couvrir vos coûts de production si on part dans l'hypothèse je suis assolé derrière une luzerne avec une variété de compromis. En rouge, j'ai mon seuil de commercialisation. Si j'assole une variété qualité derrière une luzerne. Donc, je ne suis qu'à 90% du rendement de mes témoins. C'est pour ça que j'ai un seuil de commercialisation un petit peu plus élevé. Et je fais chuter ce seuil de commercialisation pour amortir mes charges à 168 euros tonne si je vais chercher une variété productive qui va être en capacité de faire 120% du rendement des témoins. Et en gros, là où on veut vous emmener dans cette démonstration, c'est que derrière une luzerne, à environ 200 euros, grâce au potentiel de production du précédent qui permettent d'exprimer le potentiel de votre blé à 115%, du rendement moyen du blé de la ferme, et en plus de contenir un petit peu les charges OP, notamment Ferti, ben on est bien plus pertinent d'un point de vue technico-économique que quand on va faire un blé sur blé, où là, le seuil de commercialisation ben, nous catapulte à un équilibre qui s'opère autour de 370-380 euros. Donc là, encore une fois, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais par rapport au prix de valorisation qu'on entend, qu'on pressent voir venir, ben, on voulait tout simplement vous faire cette démonstration pour vous inviter à réfléchir à la pertinence de réaliser un blé sur blé, quand bien même très bien assolé, derrière un blé de luzerne. Et le blé de protéagineux, ici, on arrive à un seuil de commercialisation à 330 euros. Donc retenez encore une fois que ce chiffre-là dans la petite case blanche, c'est si vous êtes sur une variété de compromis. La case rouge, c'est si vous êtes sur une variété type et qualité, donc moins productive. Et la case verte, c'est si vous êtes sur une variété productive. Est-ce que ça vous paraît clair comme démonstration? Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur quelques éléments de présentation pour vous permettre de mieux l'appréhender? Bonjour Rémi, c'est Estelle, c'est Salut VP. Estelle. Bonjour à tous. Je suis un peu surprise de l'écart et donc du coup, ça peut se justifier notamment par rapport à la fertilisation, je suppose. Donc Donc l'écart de seuil de commercialisation, Estelle? oui, Non, alors oui, ça se justifie par rapport à la fertilisation où on a vu qu'on avait un poste ferti qui était au niveau des charges OP à plus de 200 euros sur le blé de Protéa et sur le blé sur blé de luzerne, mais le grand écart, il se creuse surtout par rapport au potentiel que tu vas aller chercher. C'est-à-dire que le seuil de commercialisation, c'est la manière dont tu es capable d'amortir tes charges en eurotonnes produites. Et on le voit bien, encore une fois, le blé de luzerne, c'est ce qu'on a démontré au tout début de la présentation, il est capable de sortir 115% de potentiel
par rapport au rendement moyen blé de ta rotation. Alors après, Ouais. ici, on arrive à un calcul de 35 quintaux, mais chez certains, ça peut être 30, chez d'autres, ça peut être 45, on s'en fiche, mais globalement, ce 115%, il est vraiment issu de la collecte de données et de la manière dont on utilise les plus de 2000 données qu'on a collectées sur les variétés blé, et ça, on le constate. Faire un blé de luzerne, ça permet de déplafonner le rendement moyen du blé de la ferme. Faire un blé de protéa, eh ben, on est dans le potentiel vraiment moyen, classique, du potentiel blé de veau ferme. Et cette démonstration, elle avait simplement, finalement, on aurait pu s'arrêter là, hein, de dire, vous avez vu les gars, quand vous faites un blé sur blé, quand bien même assolé sur un antécédent luzerne, vous n'allez chercher que 85% du potentiel blé de votre ferme. Donc, c'est comme ça qu'on est en capacité ou non d'amortir les charges euh, et les coûts de production. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Estelle. Si, en fait, c'est vraiment sur la partie potentielle, enfin l'écart du potentiel, principalement, Voilà. finalement. Ouais. Ouais. Ok. Sachant qu'encore une fois, là, les coûts de production qui vous ont été présentés, ça ne s'arrête pas à ce que vous avez, pour certains d'entre vous, des fois uniquement l'habitude de regarder, c'est-à-dire les charges OP, éventuellement les charges de méca. Là, je ne vous en ai pas donné le détail, mais on a vraiment l'intégralité des charges qui sont prises en compte, hein. C'est-à-dire que là, quand on regarde ces barres d'histogrammes ici, donc là, je repasse en euros hectares. Là, on est sur du 181 euros de charge OP semence. Donc là, on est dans l'hypothèse d'une semence certifiée à 100%. Si vous êtes sur une semence de ferme, pour partie, ben, on peut peut-être baisser d'une petite centaine d'euros ce poste-là. Euh, les charges d'OP Ferti, on est à 288 euros sur la base de 2 tonnes de fiente à 114 euros, plus coût d'épandage. Et puis, donc les charges de méca, on les a présentées avant, c'est fonction de l'itinéraire technique et du type d'outil utilisé, du nombre de passages, ainsi de suite. Mais le plus gros poste finalement qui est pris en compte et que vous étudiez pas forcément toujours, c'est ce qu'on glisse ici dans autres charges, et j'en avais noté le détail. Il y a les salaires, les charges sociales, les charges patronales, les cotisations sociales exploitants. Donc les cotisations sociales exploitants, pour votre information, elles sont parties sur une hypothèse de 224 euros. Le fermage, là c'est pareil, vous n'êtes pas tous sur les mêmes niveaux, hein, en fonction des parcelles qui pour certaines pourraient éventuellement être en propriété. Ça dépend un petit peu des, bon, en tout cas, là, le fermage, on est parti sur une hypothèse de 120 euros de l'hectare. Et puis, il y a un poste autre charge, je suis désolé, dans lui-même qui est glissé dans les autres charges à 101 euros de l'hectare. Enfin, ce qu'on veut vous faire savoir ici, c'est que globalement, le parti pris du CATIP Sud-Bassin parisien, c'est de vraiment être exhaustif sur l'intégralité des charges qui sont prises en compte pour ce calcul de coût de production. Donc ici, on est en euros hectare, on reconvertit ça ensuite en eurotonnes. Et tu vois, Estelle, encore une fois, ce qui permet de tamponner ces niveaux de charge, c'est bien le potentiel qu'on va avoir en fonction du précédent, hein. Oui, il est plus ou moins dilué, en fait, par le Ouais, rendement. exactement. Donc on Bonjour, aurait pu. Ouais, c'est Eric, excuse-moi Rémi, salut Eric. c'était pour aller Bonjour à tous. Est-ce que dans la diapo de la suivante, tu fais une projection sur la campagne prochaine, à savoir avec des coûts de ferti qui sont amoindris et puis sûrement aussi un coût de GNR aussi actualisé, un petit peu plus acceptable pour savoir Alors, ce qu'on... le coût de. Non, on ne fait pas la projection sur la campagne prochaine. Ça aurait pu être. On s'est posé la question de le faire justement pour la plateforme du 31 mai dernier avec Audrey Peg de Chervalis qui s'occupe de passer à la moulinette tous ces chiffres du CATIP Sud-Bassin parisien dans leur outil Systère. C'est vrai, tu as raison. Le GNR se contracte un petit peu et notamment aussi les charges OP Ferti. On le voit aujourd'hui. Bon, je sais pas, je me lance, je vais peut-être dire des conneries, mais une Ferti-Bresse que vous auriez pu rentrer là, comme c'est le cas dans la projection à 114 euros. Aujourd'hui, on va avoir des propositions qui vont être autour de 90 euros sur des appros qui pourraient s'opérer entre
septembre et novembre, à la louche, 90-95 euros. Mais finalement, on fait varier le truc de 20 euros de la tonne, multiplié par 2 tonnes, on fait varier le truc de 40 balles de l'hectare, quoi. Et quand on voit l'intégralité des charges qui sont prises ici, bon, j'ai pas envie de vous dire que c'est l'épaisseur du trait, c'est pas très rigoureux comme approche, mais euh, oui, ça aurait permis sans doute d'améliorer un petit peu les niveaux de seuil de commercialisation, mais je reste convaincu, Eric, que ça ne remet pas en cause le fait que faire un blé sur blé, quand bien même un blé sur blé de luzerne, on fait exploser le seuil de commercialisation. Et nous, aujourd'hui, on prend le parti de dire faire un blé en deuxième paille, bah, ça nous semble être un petit peu culotté, quoi. Et c'est la démonstration qu'on voulait faire et la réflexion qu'on voulait vous proposer chez vous dans vos stratégies d'assolement l'année prochaine. Je ne sais pas si je réponds à ton interrogation, Eric, mais à quelques euros près, faire évoluer les charges OP Ferti avec une approfiante notamment qui se contracte de 20 balles de la tonne et qui compresse les charges OP Ferti de 40 ou 50 euros de l'hectare, c'est pas ça qui change la donne ici, où on voit qu'on est pas loin pas du simple au double, mais quasiment sur les valeurs de seuil de commercialisation de vos blés en fonction de la manière dont on les assole. Mais tu as raison, c'est plutôt la bonne nouvelle dans la conjoncture actuelle de voir un petit peu les approfondir se contracter. Ouais, Rémi, écoute, c'est très bien et c'est carrément cohérent ce que tu dis. Après, ça dépend vraiment où on se base sur le prix de vente. Donc là, c'est le prix de revient, mais le prix de vente des céréales, si c'est un blé fourragé ou un blé meunier, et à quel prix? Alors aujourd'hui, moi, j'ai pas la boule de cristal. Je pense que vous avez commencé à échanger avec vos opérateurs de la collecte. On a la chance d'ailleurs d'en avoir quelques-uns connectés ce matin. Il y a Estelle qui est là, il y a Eric qui est là, il y a Sarah qui est là. Bon, bien malin, qui est capable de donner des prix de valorisation aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est malheureusement plus dans une stratégie aussi lisible qu'elle pouvait être il y a encore un an ou deux en arrière, où on pouvait faire des simulations par rapport au profil variétal et au débouché attendu, avec des deltas de prix de valo de plus de 100 balles de la tonne entre une variété fourragère et une variété panifiable. Aujourd'hui, je ne sais pas quel pourrait être le delta de prix, mais malheureusement, c'est pas pour vous agacer avec la conjoncture, mais je suis pas sûr qu'on ait des deltas de 100 balles de la tonne, quoi. Donc là, aujourd'hui, moi, ce qu'on vous propose aujourd'hui, Mathieu, c'est de se dire, si je suis assolé derrière luzerne, que je suis sur une variété de compromis qui, a priori, est capable de cocher la case à la fois, je suis pas déconnant en productivité et je suis pas déconnant en protéines, mon seuil de commercialisation, il est à 200 balles. Si par contre, je vais chercher une variété plutôt typée fourragère productive à 120% de potentiel de rendement par rapport à mes témoins, mon seuil de commercialisation, évidemment, il dégringole à 168 euros. Là, l'approche, c'est simplement de savoir, à ce prix-là, je sais que je suis en capacité d'amortir mes coûts de production. Maintenant, la question qui se cache derrière, et encore une fois, là où on n'a pas la boule de cristal, c'est est-ce que le marché est là? Oui, tu veux dire être capable d'absorber des gros volumes de blé fourragé. C'est ça. Et ma variété qualité, toujours dans cette approche, si je suis derrière luzerne, elle est moins productive. Ça reste très mathématique, bête et con, mais ça n'empêche que c'est quand même issu de beaucoup de résultats d'expé, beaucoup de remontées de données parcellaires. Donc ça nous semble assez robuste de pouvoir vous le présenter comme ça. La démonstration, elle tend surtout à démontrer, encore une fois, je pense que vous l'avez compris, mais je le redis encore une fois, que faire un blé sur blé, quand bien même antécédent luzerne, vous voyez exploser ici les seuils de commercialisation ou coûts de revient, ou peu importe comment vous les appelez, et que là, par contre, on touche du doigt des prix que vous êtes susceptibles malheureusement de ne pas forcément rencontrer sur les marchés l'année prochaine. C'est ça le message qu'on passe, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on remet en cause, c'est cette deuxième paille qui ne vous permet pas, au regard du potentiel intimement lié simplement à la manière dont vous assolez votre blé, et là, quel que soit le profil variétal que vous allez chercher derrière, on fait un pari là qui n'est pas sûr d'être gagnant
dans la conjoncture actuelle, au regard des prix de valorisation que vous êtes susceptible de rencontrer. On pourrait éventuellement le tenter avec une variété productive et prendre le risque de servir un blé à 9% de protéines, avec un seuil de commercialisation en blé sur blé de luzerne qui serait à 300 balles, 313 euros de la tonne. La question, c'est est-ce qu'il y aura le marché derrière? Dans tous les cas, hein, d'ailleurs. Ouais, et dans tous les cas, oui, d'ailleurs. Et en précédant lentilles, donc des choses ou soja pour ceux qui en font, on n'est plus du tout sur les mêmes. Alors retenez tous, mais en gros, Mathieu, si tu veux, c'est que là, la démonstration, elle se base encore une fois sur une rotation type qu'on a impulsée dans le K-type sud-bassin parisien qui nous permet de passer à la moulinette toutes les charges qu'on vous présente ce matin. Mais finalement, la lentille, on pourrait la ranger dans cette case protéagineux intermédiaire qui permet d'assoler un blé de protéagineux, quoi. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça finalement? Je casse un cycle, je mets pas une paille derrière une paille, je me mets à l'abri de mauvaises surprises comme on peut constater cette année. Et d'ailleurs, on pourrait faire un petit aparté là-dessus. On voit du Graziaro qui est par terre en ce moment. On voit, bon, bah, cette année, typiquement, les gars, je sais pas si vous êtes allés voir vos pieds de tige, mais il y a du piétin inverse dans les parcelles. Je sais pas si vous allez nous contredire là-dessus. On a fait les comptages avec Simon la semaine dernière dans l'essai blé sur blé chez Laurent Vignier. Il n'y a pas loin d'un épi sur 6 ou un épi sur 7 de la parcelle de Laurent qui est échaudée. Et on a certaines variétés qui sont par terre. Et quand tu regardes, bah, tu as le pied de tige qui est complètement noir. Donc, le précédent lentille, eh ben, il permet de couper ce cycle et finalement, il vient se ranger dans la case précédent protéa. Au-delà du fait qu'on couple des cycles maladie, ben, on a aussi l'effet précédent qui se traduit principalement dans la valeur de reliquat. S'il fallait situer une lentille d'un point de vue valeur de reliquat, ben, on se situerait à peu près entre une févrole et un poids. Pour rappel, quand on fait la synthèse sur plus de 15 années de données de valeur de reliquat, et encore une fois, merci à vous de contribuer au réseau et de consolider un peu ces données. Une févrole, c'est 80 unités sur 3 niveaux de reliquat sortie hiver. Une lentille, c'est autour de 70 unités. Un poids, c'est autour de 60-65 unités. Et ce qui arriverait en dernière position, c'est le précédent soja, autour de 50-55 unités. Donc, bon, pour répondre à ta question, Mathieu, bah, voilà, on pourrait s'amuser à refaire tourner, même si on a un petit peu moins de données de blé de lentilles que de blé de févrole, mais je suis quasi sûr que à 10 ou 15 balles près, la conclusion va être exactement la même par rapport à la démonstration qu'on vient de vous faire et la définition des seuils de commercialisation. Ok, merci, merci Rémi. Non, moi, j'avais en esprit que la lentille recrachait un peu moins d'azote que des pois, tu vois, mais bon. Ben non, tendance, c'est plutôt un petit peu plus. Ça sera moins que des févroles et un petit peu plus que des pois. Ouais, parce que dans les reliquats, à la ferme, c'est ce qui ressort le moins. Mais bon. Ok, non, mais très bien. Alors après, ce qu'on peut par contre évoquer, et on devance un petit peu la slide qui va arriver un peu plus loin, et d'ailleurs on peut peut-être dérouler, c'est choisir son profil variétal en fonction des grandes familles que vous connaissez et aller titiller des potentiels de profils variétaux différents en fonction de la manière dont vous allez assoler vos blés. Je décrypte un peu le truc que je viens de dire, c'est-à-dire que dans la grande famille variété de compromis, on a des variétés qui sont quand même capables de déplafonner un petit peu le rendement, et on le voit ici sur ce graphique que vous connaissez. Là, ici, on exprime le potentiel de rendement en pourcentage des témoins. Pour rappel, les témoins aujourd'hui, c'est Togano en qualité, Génie en compromis et Gwen en productive. Et l'expression du profil protéine de votre variété, toujours pareil, en potentiel de nos témoins. On est plein centre de graphique ici, et donc on est en plein centre de la famille variété de compromis, et on voit des variétés comme Génie qui sont capables de déplafonner un petit peu ça, où on va arriver autour de 107% du rendement des témoins, alors qu'on est quasiment à 100% de la teneur en protéines. Ça, c'est une variété qu'on vous propose aussi aujourd'hui assez volontiers, par exemple, derrière luzerne pour aller déplafonner le potentiel de rendement sans prendre trop de risques par rapport au taux de protéines. On pourra en avoir d'autres. Bon, on a la variété Lennox qui pourrait être une bonne candidate.
Quand on évoque des précédents type le précédent soja, par exemple, qui va être le protéagineux le plus dégueulasse en termes de taux de protéines, on peut peut-être se poser la question d'aller chercher des variétés un peu plus sécures dans leur capacité à valoriser l'azote disponible euh, pour pas complètement décrocher en taux de protéines. On a Wandelin ici pour les personnes qui peuvent se permettre d'assoler ce type de variété dans des réserves utiles relativement pas déconnantes parce que ça va être la variété la plus tardive de tout le panel qu'on va vous présenter ici. Puis on a d'autres variétés dans des terrains un peu plus courts, comme Isalco par exemple, qui sont des variétés en capacité de sécuriser les choses en termes de taux de protéines. C'est sûr par contre là, on est certes un peu moins productif. Est-ce qu'on continue à dérouler ou est-ce que vous avez encore des questions? Non, on commence à bien le connaître, ce graphique-là. Ouais, non, c'est bien, vous avez bien révisé. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué dans la presse, j'arrive pas à dérouler. Ah, si, c'est parce que... Hop là. Bon, ça aussi, vous commencez à le connaître un peu, Mathieu? Et oui, de la tête. Il fait oui de la tête. Bon, bah, du coup, on va quand même vous en refaire la présentation rapide. Vous retrouvez à nouveau les trois familles de variétés, plutôt les productives en bas. Donc, pour rappel, 120% en productivité, plutôt autour de 80, 85, voire 90 dans le meilleur des cas. En protéines, toujours pareil, exprimé en pourcentage de la moyenne des témoins. Les variétés de compromis qu'on va trouver centre de graphique et les variétés dites améliorantes, plutôt en haut. On vous présente ici ça scindé en plusieurs colonnes. La première colonne qui va être la plus intéressante pour vous à regarder, c'est ce qu'on appelle nous les valeurs sûres, c'est-à-dire des variétés bien connues, bien sécurisées, où on vous donne quelques petites infos ici de précocité. Plus vous allez être sur la gauche, plus vous allez être précoce, plus vous allez être sur la droite, plus vous allez être tardif. On vous invite quand même à prendre ça avec un petit peu de pincette. Si vous voulez plus de précision par rapport à la précocité et piéson de vos variétés, demandez-le nous ou allez chercher les infos dans les catalogues variétés. Là, c'est une représentation graphique. On voit Vandelin qui est presque au niveau des motions ou les nox. Bon, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu plus de différence que ça dans les faits. Vous avez une colonne second choix avec des variétés qui ne sont pas déconnantes, qui sont connues, mais qui sont peut-être un petit peu moins pertinentes, notamment d'un point de vue productivité. Vous avez des variétés qu'on se permet de glisser ici, qu'on appelle doivent confirmer, ou qui pourraient s'appeler aussi attester, pourquoi pas. Des variétés qui font leur apparition dans le réseau et qui méritent de confirmer un petit peu le positionnement. Et puis, quand elles ont fait leurs preuves, bah, éventuellement, elles viennent glisser dans la colonne valeur sûre. Et puis, une colonne qui est importante pour nous, c'est les variétés dépassées qui s'alimentent de certaines variétés qui n'ont pas donné satisfaction ces dernières années, pardon, euh, et qui nous semble important de vous rappeler pour éviter de faire des bêtises. Du coup, la transition est toute faite justement en évoquant cette colonne pour évoquer une variété qui a fait son apparition ici dans la colonne dépassée. C'est la variété Energo l'année dernière qui vous a pas mal escagassé en pleine avec des couleurs vert citron pas sympa au printemps liées aux attaques de rouille jaune. Et voilà, c'est une variété qu'on voyait décrocher ces dernières années en lien avec l'évolution du paysage souche rouille jaune. Et l'année dernière, ça a été l'année de trop. C'est pour ça qu'on l'a fait passer en variété dépassée. Pour votre info, c'est aussi pour ça que cette variété a perdu son statut de témoin du réseau dans les variétés de compromis. Bon, sincèrement, par rapport à la rougeole, il y a quand même de quoi y perdre un peu son latin parce que certains d'entre vous avaient quelques pieds de semence ou l'envie de reconduire malgré tout Energo ou pour diverses raisons, on a pu recroiser des parcelles d'Energo cette année en pleine. Et ben, je ne sais pas si vous irez nous conforter dans ce constat-là, mais on n'a pas vu de rouille jaune ou en tout cas, elle s'est fait discrète dans Energo cette année, quoi. À la différence d'autres variétés, je pense notamment à la variété Christophe qui s'était plutôt bien comportée l'année dernière. Je crois qu'il y a Patrick qui est connecté. Je pense à Christophe sur le secteur de Limours. Quelques personnes comme ça qui nous ont appelés, qui étaient pas mal tracassées de voir un coup de lance-flamme assez significatif dans la variété Christophe.
Donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant pour nous de voir ce paysage rouge-jaune qui chafouine une certaine variété et qui nous interroge pas mal. Bon, ça doit nous amener à beaucoup de vigilance par rapport à l'évolution du paysage rouge-jaune et au comportement de nos variétés. Globalement, dans tout ce qu'on vous propose dans la colonne valeur sûre, il n'y a pas de variété avec de tard ou de gros stars en rouge-jaune. On va être hyper vigilant quand même à l'évolution de Christophe qui a posé un petit peu souci cette année. Surtout qu'en plus, ce qui est pas rigolo, c'est que cette année, la rougeole s'est déclenchée très tard. D'habitude, c'est plutôt une maladie de début montaison qui va déclencher entre le stade épi 1 cm et le premier nœud, en lien avec des faibles rayonnements, des températures relativement contenues, puisqu'on est sur un optimum de développement de la rouge jaune qui va être autour de 11, 12, 13 degrés. Et ça, c'est des conditions qu'on a plutôt trouvées, ou du moins que la rouge jaune a plutôt trouvé sur une montaison déjà bien engagée. Et on a vu des symptômes de rouge jaune arriver vraiment sur le tard, avec des pustules plutôt positionnées sur F3 définitive, voire F2 définitive, voire même des fois sur F1 définitive, ce qui fait que derrière, on n'a plus de nouvelles feuilles à sortir pour refaire un coup de verre sympa dans les parcelles. Et ça a été le cas notamment de Christophe, qui prend des symptômes assez significatifs sur F2 et F1 définitive cette année. Bon, voilà, on va pas vous agacer plus que ça avec la rouge jaune, mais ça montre encore une fois que c'est quelque chose pour lequel il faut être relativement vigilant. Ce qui est important, c'est de vraiment se reporter sur les notes que vous pouvez trouver sur les fiches obtenteurs ou sur les catalogues variétaux, et on vous invite, si possible, à pas descendre en dessous d'une note de 7 en rouge jaune, même si des fois on se permet quelques écarts de conduite, et ça va être le cas de Togano, par exemple, qui est noté 5. Mais qui fait partie des nombreuses variétés qui sont capables de mettre en place de la résistance quantitative et de se réveiller sur agression de rouge jaune et puis de réussir à éteindre la maladie. Euh, Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur ce graphique? Il y a quelques variétés qui font leur entrée, notamment dans les variétés qui doivent confirmer, décidément. On voit ici 3 variétés qui sont nouvellement inscrites par l'intermédiaire du réseau bio. On a la variété LDCAP qui ici prend directement un code couleur rouge. Donc les codes couleurs que vous voyez apparaître ici, c'est des profils en panification qui sont en lien avec les tests de panif qu'on fait avec les meuniers locaux. Pour le coup, LDCAP n'est pas passé au crible des tests de panif des moulins de Brasseuil ou des moulins bourgeois, mais c'est une variété qui est inscrite en BAU. Donc on s'est permis de la mettre tout de suite en inapproprié par rapport à son profil panif. Et on voit 2 autres variétés qui sont issues du réseau d'inscription France Bio, la variété Glaze et la variété Glénan, qui sont les 2 petites sœurs de Génie, Génie et Gwen d'ailleurs. Donc ça vient de chez Agri-Obtention. Le gros coup de cœur nous vient de la variété Glaze, qui montre des niveaux de productivité supérieurs à Génie, mais avec des taux de protéines équivalents. Et ça confirmé sur les 2 années du réseau d'inscription. Donc, on va voir quelle sera la stratégie de l'obtenteur en termes de multiplication. Pour l'instant, vous pouvez essayer de la chercher, mais je pense que vous aurez du mal à la trouver parce qu'on est vraiment en post-inscription, c'est tout neuf et vous aurez peut-être de la chance de la trouver en récolte 2024 pour des emblavements de pieds de semences automne 2024, récolte 2025. Donc ça, c'est vraiment une variété coup de cœur à suivre. On a fait rentrer également la variété SU Tarafal qu'on a dans le réseau depuis 2 ans et qui montre des niveaux de productivité pas déconnants avec un bon comportement à la valorisation de l'azote à la fois en rendement mais également en protéines sans trop décrocher. La petite déconvenue, bah, elle est la même que pour Christophe cette année, c'est que c'est une variété qui a montré quelques signes de rouge jaune, ce qu'on vous montre ici. L'intérêt aussi de cette variété, c'est qu'elle est alternative à printemps, donc ça peut être une petite flexibilité intéressante que vous connaissez sur des variétés référentes sur ce créneau-là, type les Nox et Togano. Et puis sinon, sincèrement, ben, on ne fait pas trop la révolution au niveau du profil des variétés qu'on vous propose cette année.
Le petit inconvénient de nos réseaux criblage variétés, c'est qu'on est obligé tous les ans de faire tourner les variétés pour passer au crible de nouvelles variétés qui viennent souvent de sélections assez exogènes à nos pays et notamment un petit peu plus de l'Est européen. Ce qui nous impose, même quand la variété est encore relativement fréquemment rencontrée en plaine, de la sortir du réseau dès l'instant où elle a passé 3 ou 4 ans dans le réseau pour faire de la place aux nouvelles variétés. Ce qui fait que, bon, des fois, on peut peut-être, malgré nous, s'écarter un petit peu de variétés pertinentes. Et c'est peut-être un petit peu le bémol de de ces réseaux de criblage variétaux, à la différence des réseaux d'expé conventionnels que, pour certains, vous continuez peut-être à regarder. Dès l'instant où la variété fait encore référence en plaine, souvent, on lui fait encore la part belle dans le réseau. On a un tel pool de variétés à passer au crible qu'on est obligé de mettre en place ce turnover dans les réseaux d'expérimentation. Est-ce que par rapport à ce tableau de préco, vous avez des interrogations, des petites choses à nous remonter, des constats que vous faites les uns les autres, des stratégies que vous mettez en place Pour CVP, enfin, je suis assez d'accord avec le tableau, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, c'est la cohérence par rapport aux disponibilités semences. Ouais, Comme tu disais, Glace, moi j'en voulais, parce que j'étais d'accord. Je trouve que c'est une super variété, mais il n'y en aura pas. En tout cas, ouais. pas cette Pas cette année, ouais. année. Et après, je vois Extase et Chauvignon. Là, on est plus sur du productif, mais ça aurait pu être intéressant cette année. Et, il n'y en aura pas parce que finalement, on avait arrêté ces variétés parce qu'elles étaient trop, elles diluaient trop la protéine. Mhm. Donc, c'est plus ce petit bémol, quoi, la cohérence avec la dispo semence. En fait, il y a des variétés qu'on ne pourra pas avoir de toute façon, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Estelle. Ce qui est vraiment compliqué pour nous et qui est assez incompréhensible, c'est que, mis à part quelques personnes bien informées, notamment les réseaux Optenteur et Arvalis, on Mm. sait qu'on a des infos dans le réseau qui tournent sur les surfaces en multi. Nous, on pleure tous les ans pour les avoir et c'est données confidentielles. Alors, cherchez l'erreur. Mm. Ouais. On a le droit d'avoir un. T'as vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Je le range. Voilà, donc c'est des infos qu'on n'a pas. Mm. Si par contre vous voulez aller titiller ce créneau-là, même si c'est rangé aujourd'hui dans les variétés à confirmer, on pourrait aller taper sur la variété winner, normalement, que vous allez trouver en appro semence. Même si elle mérite de confirmer encore une année ou deux, a priori, on ne vous fait pas faire de bêtises à partir sur cette variété-là. On devrait pouvoir trouver aussi un peu de Rubisco théoriquement sur ce créneau-là. Mm. On devrait pouvoir trouver un petit peu de KWS. Ah non, KWS Eternal, je dis des bêtises, c'est Éternel. pareil. C'est une Mm. variété que j'ai pas présentée tout à l'heure, mais qui est issue aussi du réseau de- ah merde, d'obtention français. Enfin, c'est une variété qui est nouvellement inscrite aussi. On a apparemment quelques petits échos comme quoi on aurait un petit peu de multi, mais je ne sais pas si vous avez pu en avoir les uns les autres en appro dans vos gammes variétés. Bah, elle a été multipliée l'année dernière, mais pour moi, cette année, elle était aussi mise un peu de côté. Encore une fois, à cause du profil productif qui était multiplié modérément jusque-là, quoi. Ouais, En ouais, fait, ouais. le revirement du marché qui fait qu'on va basculer des volumes en fourragé fait que la multi, elle n'a pas du tout suivi. Mais bon, ça, c'était pas prévisible, donc c'est un peu normal. Gambetto aussi, c'est pareil. Je crois qu'il y a 3 fois rien, en fait. Ouais, alors c'est une variété qui n'a pas été trop poussée en développement par Agri-Obtention. Ils se sont concentrés par d'autres Mm. variétés, pour d'autres Mm. variétés pour l'instant. Et puis pareil, on sait qu'on a d'autres variétés dans le tableau. Je te fais une petite dédicace à la volée, Patrick. Je sais que tu as un gros coup de cœur pour la variété Alessio, que tu prends soin du pied de semence que tu as à la maison, mais c'est une variété qu'on a du mal à trouver aujourd'hui en appro, alors que c'est une variété qui est sur un profil pas déconnant, mais qu'on a du mal à trouver en appro. Ouais, après, nous, les retours de l'année dernière, Christophe et Émotion ont vraiment décroché au niveau protéines, hein, pour le coup. Ouais, c'est à Donc, remettre dans le contexte de l'année dernière. Ça serait cette année, ils intéressant sont de regarder comment tu les as assolés et puis ne pas occulter le fait que l'année dernière, on avait une année à profil rendement qui était quand même pas déconnant.
Nous, l'agriculteur qui nous reçoit l'année dernière en blé de luzerne, sur le secteur d'Étampes pour implanter notre essai, il finit à, je ne sais plus si c'est 72 ou 82 quintaux en Christophe, quoi. Donc, à un moment donné, forcément que c'est un petit peu... Forcément que on constate de la dilution derrière, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, on verra cette année. Ils sont sur un blé de luzerne, donc on verra. Coucou Bertrand, alors on voit que tu nous glisses une petite remarque, effectivement, Glaze, je la présente en comparaison de Jenny. Jenny qui est une variété de mémoire précoce à épiaison avec une note de 7 à épiaison. Glaze, elle a une note de 5,5 à épiaison, donc ça en fait une variété demi-tardive. Donc effectivement, tu fais bien de nous le préciser, Bertrand, il faut quand même être vigilant dans les terrains particulièrement courts. Voilà, Glaze est quand même un tout petit peu moins souple de par sa précocité, maturité que la variété Génie, effectivement. Après, des 5,5, je ne veux pas dire d'ânerie, mais je me demande si c'était pas la note de précocité épiaison de Renan. Non, Renan, ça devait peut-être être 6. Enfin, bon. Oui, effectivement, il faut être vigilant. C'est une variété qui montre plus de tardivité que Génie, et c'est vrai que ça pourrait être un petit peu le bémol de Glaze à faire tourner Général du Patron, quel que soit le type de terre. Merci pour la remarque, Bertrand, tu as raison. Ouais. Est-ce que vous voulez interagir encore sur les variétés blé? Est-ce que vous avez des petites choses à nous partager? C'est bon pour vous pour les blés ou on déroule? Eh bien, allez, on avance du coup. On ne dit jamais de trop. On ne dit jamais trop, effectivement. Bon, l'idée, simplement, c'est de vous faire la petite piqûre de rappel qui va bien pour les aspects caries. C'est vraiment quelque chose de hyper important. On vous remet finalement surtout une représentation graphique. On ne va pas s'apesantir sur le cycle de développement de la carie, si ce n'est que vous savez que ça passe par l'intermédiaire d'une contamination entre l'alvé et le stade 3 feuilles. Que de semer un grain carrier, c'est la garantie d'avoir de mauvaises surprises parce que le spore est déjà au contact de la graine. On sait que c'est quelque chose qui est présent dans le sol. On ne peut pas faire mieux que de vous inciter à faire des analyses caries. C'est complètement asymptomatique. Un épi au milieu de nulle part, c'est capable de produire des millions de spores et de venir contaminer vos organes de récolte et éventuellement vos lots de semences de ferme. On est à votre disposition le moment venu. Pensez impérativement à revenir à notre attention pour qu'on vous redonne les coordonnées et les protocoles de prélèvement et d'acheminement de vos échantillons. On les rediffusera de toute façon dans les bioplaines au cours de l'été, hein, en même temps qu'on diffusera les résultats d'essai. Donc, Seuil d'interprétation aussi. Avec les seuils d'interprétation, effectivement. Mais bon, clairement, ça arrive même aux meilleurs. Bon, moi, j'ai un cas en tête l'année dernière de quelqu'un de très consciencieux qui multiplie plusieurs pieds de semences, qui a pourtant pas 20 ans de bio derrière lui. Et puis, dans la bataille et la précipitation, on oublie d'en analyser un. Variété incriminée, variété Lennox, mais ça aurait pu en être une autre, même si on sait qu'on a des sensibilités variétales qui ne sont pas toutes d'un pied d'égalité. Il y en a qui arrivent peut-être à réchapper un petit peu plus que d'autres, mais bon voilà, resemis d'un lot contaminé avec mauvaise surprise à la récolte. Donc voilà, sous-estimez pas l'importance de ce truc-là. Sur le blé tendre, sur le blé dur et sur les poudres. Pas de souci a priori sur le triticale jusqu'à aujourd'hui. Et la transition est toute faite. On va parler du triticale. Du triticale et peut-être plus largement des céréales secondaires rapidement, puisque on vous dit plus de blé sur blé, donc on va voir un peu ce qu'on propose en triticale. Donc là, on a les résultats des essais qui ont été faits en Île-de-France entre 2019 et 2021. On n'en a pas fait en 2022. Sachez quand même qu'on a remis le couvert cette année, donc vous verrez passer cet été les résultats d'essais triticales.
On voit, voilà, sur les 3 ans, on a quand même les 2 variétés, la Bréa et Ramdam, qui montrent des bons résultats, hein. Bréa très stable et puis Ramdam un peu moins, mais quand même une bonne variété. Bikini juste derrière, bon, qui est quand même un petit peu moins, voilà, un peu moins bon niveau rendement, mais qui a l'avantage d'être une variété précoce et on en reparlera peut-être un petit peu après, mais qui peut servir dans les associations avec les protéagineux. Et alternative sécurisée, donc qui permet éventuellement de faire du semis de printemps si tant est que ce soit une stratégie que vous souhaiteriez mettre en place. Donc du coup, Mathilde vous le disait, voilà, on a eu un petit ventre mou, nous aussi, hein, lié à la conjoncture qui fait que le triticale, on avait un petit peu arrêté de travailler ça. C'est quelque chose qu'on avait travaillé notamment pour les périodes de conversion où on voyait pas mal de triticale assolées en C2. Et puis donc on a remis le couvert, donc vous aurez des variétés triticales qui nous permettront de venir compléter du pluriannuel sur lequel on n'aura pas de données en récolte 2022. Pour autant, on vous propose les résultats suivants. Donc là, c'est issu du résultat du réseau d'essais qu'on appelle Expébio. Donc, c'est un réseau d'essais multipartenaires où le réseau chambre au niveau national est largement contributeur, mais vous voyez quelques essais issus de certains GAB et également de chez Arvalis. Là, ici, c'est une synthèse de résultats d'essais France entière. Désolé, on a assez peu d'essais sur l'année 2022 pour scinder dans la synthèse par macro-région de production. Donc là, pour votre info, c'est issu de 10 essais compilés qui confirment en 2022 la place de Ramdam, avec à nouveau une variabilité un peu plus importante que Bréa qui arrive en seconde position. Là, les résultats ils sont exprimés ici en pourcentage de la moyenne générale des essais. Et puis, vous voyez Lumaco, qui est pas trop mal positionné. Pour prendre un petit peu de recul par rapport à ça, on vous propose également ce graphique qui vous permet de voir les résultats des variétés triticales en pluriannuel. Donc avec à nouveau Ramdam qui fait un rendement moyen autour de 106-107%, de Bréa dans ce réseau national qui fait un rendement moyen quasiment à 105%, encore à nouveau avec une variabilité ici plus resserrée que Ramdam. La variété Lumaco sur 3 ans qui fait des résultats pas trop déconnants, presque au niveau de Ramdam. RGT Rutenac sur 2 ans qui pourrait être une variété à tester qui mérite de prendre encore un petit peu de recul. Kitesurf qui montre un petit peu de variabilité, mais qu'on a poussé dans les variétés valeurs sûres. Vous allez le voir dans le tableau juste après. Voilà, et puis pour aller un petit peu plus bas, vous retrouvez ici 2 variétés que vous connaissez bien, Jokari et Bikini. Bon, voilà, qu'on voit un petit peu dépassé par le renouveau génétique de certaines variétés. Donc du coup, ça nous permet de vous produire le tableau de préconisation suivant. En valeur sûre, parmi les variétés en premier choix, on sera évidemment sur Bréa, Ramdam, qui restent 2 variétés vraiment référentes sur le secteur. On a même tendance à penser, on verra si ça se confirme par les résultats d'essais de cette année, que Bréa, nous, dans le secteur, est presque un tout petit peu mieux positionné que Ramdam, mais tout ça, ça joue dans un mouchoir de poche. Et on se permet, par rapport au tableau de préco que vous avez l'habitude de voir, de glisser Lumaco et Kitesurf dans les variétés valeurs sûres premier choix. Vous retrouvez dans les seconds choix des variétés qui sont également valeurs sûres parce que typiquement là aussi on est sujet à de la rouille jaune. Donc c'est des variétés qui sont passées au crible et qui nous permettent de vous dire que c'est relativement sécurisé, il n'y a pas de souci, mais un peu moins productives. Donc c'est pour ça qu'elles sont en second choix. Et dans les variétés à tester, on surveillera RGT, Rutenac et Charme. Bon, puis dans les variétés dépassées, Vuca, c'est des choses qu'on ne voit plus. Pas de gros stars sur le profil agronomique, simplement dépassé en termes de productivité. La variété Noé que vous rencontrez pour certains d'entre vous en contrat de multiplication associé à certains pois fourragers, notamment parce qu'elle est très précoce, mais qui est particulièrement hypersensible à la rouille jaune. Et puis la variété Cédrico qu'on avait déjà déclassée il y a 2 ans, 3 ans, de par son profil rouille jaune. Et puis on vous rappelle effectivement que c'est une espèce hors dérogation comme le blé, donc semence bio obligatoire.
donc Mathilde vous le disait, effectivement, il y a cette case de la rotation seconde paille à remplir dans vos plans d'assolement. Le triticale peut éventuellement être un candidat. On est ici sur un secteur, enfin je dis ici parce qu'on a Étampes ce matin, mais c'est vrai quand même sur pas mal de terroirs franciliens à être sur des terroirs à orge de printemps et c'est une espèce qu'on vous invite à reconduire. Globalement, bon voilà, les marchés sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais c'est une des céréales à paille qui semble vouloir se comporter pas trop mal d'un point de vue mise en marché. Attention là encore à la qualité des orges que vous allez produire dans un contexte marché où il y a pas mal de disponibilité. On aura des exigences à la collecte qui seront évidemment un petit peu plus prégnantes que les années passées. Aujourd'hui, sur l'orge de printemps, on a toujours cette variété référente RGT Planète que vous connaissez par cœur parce que les malteurs imposent bien souvent à vos collecteurs de travailler avec cette variété. On a quelques partenaires de la collecte qui pourraient éventuellement vous proposer la variété lauréate. Et sinon, d'un point de vue variété, ça va se limiter un petit peu à ça. RGT Planète qui n'est pas déconnante cette année, même si elle est un petit peu plus sale en symptômes maladiques d'ordinaire. Le printemps arrosé d'avril a permis des expressions de rinco un petit peu plus fortes. On sait que c'est une variété qui a un petit ventre mou aussi en rouille naine, ça aurait pu en montrer un petit peu. Bon, pour autant, ce qui va surtout être déterminant cette année sur les céréales de printemps, c'est les coups de sec que ça aurait pu enregistrer dans les terrains les plus courts. Et puis, tu posais la question, Mathieu, en préambule de ce webinaire, de la pertinence éventuellement d'assoler de l'orge d'hiver. Pourquoi pas? Et en fait, la première chose à faire pour vous, selon nous, c'est d'interroger vos partenaires de la collecte, de savoir si, ils sont en ordre de marche potentiellement en récolte 24 à vous collecter de l'orge d'hiver, de savoir si éventuellement ils ont quelques petits tuyaux sur la mise en marché potentielle de cette céréale qui n'a qu'un débouché fourragé. Pour rappel, l'orge d'hiver en bio, en tout cas dans notre région, n'a pas de débouché brassicole. Les malteurs ne s'orientent pas du tout en bio localement ici à malter de l'orge d'hiver, quand bien même vous seriez sur des variétés référentes et des variétés préférées par le réseau malteur brasseur de France. Ça présente des intérêts du coup dans ce contexte-là, c'est que si vous aviez un débouché, on s'affranchit des aspects qualité, taux de protéines, calibrage et j'en passe. Ça présente aussi un intérêt de pouvoir libérer des parcelles tôt, compte tenu de la précocité maturité, de pouvoir engager des stratégies éventuellement des chômages soutenus, implantation de luzerne d'été, stratégie couvert interculture de par la précocité maturité de cette céréale. Et puis évidemment d'être un petit peu plus souple sur les terrains courts. Donc voilà, Mathieu, on est en train de te faire une réponse de Normand. Pourquoi pas? Évidemment, l'orge d'hiver en plus aujourd'hui a la chance de voir au catalogue variétal pas mal de variétés qui sont résistantes, tolérantes à la JNO. Qui est restée pendant longtemps la maladie la plus problématique des orges d'hiver. Donc aujourd'hui, on a un catalogue variétal qui est vraiment pas déconnant là-dessus. Si vous aviez besoin d'infos plus en détail sur les variétés orges d'hiver, on n'a pas souhaité rentrer dans le détail de la présentation du réseau XP Bio qui, là encore, est un petit peu maigrelet, hein. Je crois qu'il y a 5 ou 6 essais l'année dernière en national, mais on a des infos. Si vous le souhaitiez. Je sais pas, d'ailleurs, j'en sais rien. On a la chance d'avoir Estelle, Eric, Sarah ce matin. Je sais pas si vous voulez dire un mot ou si vous avez la boule de cristal qui va bien sur les éventuelles velléités de collecte orge d'hiver. Pour CVP, je pense qu'en fait, on a déjà tellement d'orges de printemps que de toute façon, tout n'ira pas en brasserie. Donc, du coup, on aura forcément un certain volume en mouture. Donc, je pousse pas forcément à aller sur de l'orge d'hiver pour le coup, hormis, comme tu disais, si c'est pour dégager des parcelles de bonheur. Mais voilà, ça reste un tout petit créneau quand même.
Merci Estelle. Bon, bah, voilà déjà un bout de réponse conjoncturelle, Mathieu. Alors après, sur les céréales secondaires, il y a d'autres tout petits marchés à aller titiller en lien avec vos partenaires de la collecte toujours. Je pense à une toute petite segmentation seigle localement où on sait que les meuniers franciliens ont de petits besoins, mais ça reste des surfaces relativement contenues et impérativement liées à des contrats de production. Et puis, bon, c'est pareil, c'est pas pour vous agacer, mais on va pas s'appesantir sur l'engrain et sur le grand épeautre. Là, on est sur des marchés qui sont vraiment lourds en ce moment. Pour autant, si certains d'entre vous avaient des envies de se lancer sur ce type d'espèces, là encore, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a quelques infos. On a reconduit encore cette année pour la énième année des essais grand épeautre et petit épeautre. Bon, dans le contexte marché, il est fort à parier qu'on ne remette pas le couvert l'année prochaine, mais on profite de pas mal de recul aujourd'hui. Je pense sur l'épeautre, notamment en rouge-jaune, pour vous éviter de faire des bêtises. Donc, si vous aviez des possibilités de valorisation, moi, je ne sais pas, en farine chez vous ou autre, et que vous souhaitiez avoir des infos sur ces variétés-là, n'hésitez pas à nous solliciter. On a ça dans les cartons et on sera en capacité de vous donner des infos précises. Et pour compléter, Rémi, excuse-moi, j'aurais dit également la même chose pour l'avoine blanche concernant la commercialisation. Voilà, faire attention. Ouais, tu as raison. Alors, ce qui n'est pas frustrant, merci Eric, ce qui n'est pas frustrant, ce qui n'est pas évident et ce qui est frustrant avec l'avoine blanche, c'est que là, on est en plus sur des marchés relativement contenus et avec un cahier des charges pour l'agréage de vos lots qui est quand même un peu touchy. Il faut aller chercher un taux de protéines, un calibrage, un PS. Euh, donc, mais pourquoi pas? C'est des choses qui peuvent se tenter. Et là encore, on a quelques idées de variétés à vous soumettre si vous le souhaitiez. Et puis, on pourrait évoquer une autre céréale aussi, c'est le blé dur. Il y a une toute petite segmentation. Il y a un petit marché localement, impérativement lié à de la contractualisation. Là encore, pour pas faire de bêtises, il y a quelques opérateurs qui pourraient vous proposer de petits contrats de blé dur. Avec la petite remarque au passage, mais vous le savez maintenant, nous on est plutôt partie prenante de de vous inviter à les conduire en printemps, pour pas vous faire prendre de risques par rapport justement à la qualité, taux de protéines et mitadinage de vos blés durs. Avec pour nous, pour le moment, comme variété référente, la variété envergure, éventuellement la variété voilure. Et attention à toutes les infos que vous pourriez trouver éventuellement sur les réseaux, sur ces blés durs. Souvent, pour le moment, malheureusement, les réseaux d'expé blés durs sont plutôt orientés en conduite automne. Donc, du coup, ça peut changer un petit peu la hiérarchie des infos. Ça peut changer un petit peu la hiérarchie des variétés dans les infos que vous pourriez trouver. Voilà, on n'engueulera jamais personne de le conduire d'hiver, mais ça nous semble être quelque chose de peu sécurisé au regard des résultats qu'on collecte chaque année, notamment dans les témoins de blé dur qu'on sème dans nos panels de variétés blé tendre d'hiver. Bon, du coup, désolé, on vous apporte pas forcément de solution miracle, de bonnes nouvelles, et on espère pas trop avoir tué l'ambiance, même si globalement, vous évoluez ces dernières semaines, ces derniers mois dans un contexte marché qui est un petit peu moins reluisant que par le passé. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous assisté à des conférences, à des webinaires avec des témoignages de personnes qui interviennent sur les marchés. Globalement, on a envie quand même d'être optimiste. On était arrivé jusqu'à l'année dernière à des niveaux de mise en marché de tonnage très très importants. Donc c'est sûr qu'on sort d'une période très florissante avec un marché bio et une croissance à 2 chiffres chaque année. Là, la courbe s'inverse un petit peu. On entend parler de -6, -7% chez les meuniers. Au global, le panier moyen de la ménagère prend une claque et du coup, tout ça, ça se répercute sur l'agro-industrie
qui restent quand même de gros intervenants sur la consommation de vos céréales, notamment sur le marché food. Euh, on a quand même envie d'être un petit peu optimiste dans le sens où on a été en capacité il y a encore peu à mettre en marché de gros volumes et on espère que la période ventre mou sera relativement contenue et que d'ici quelques mois, on sera en capacité de voir les marchés réavaler un petit peu tout ça. Et Mathilde est en train de me tirer les oreilles parce que je parle beaucoup et puis j'avais pas vu qu'il était déjà si tard. Est-ce que du coup, sur la partie céréales, vous avez des petites interrogations, des compléments à apporter, des interrogations? J'avais juste une petite question, c'était de revenir sur les variétés de blé tolérantes caries et tolérantes JNO. Est-ce que vous avez un recul là-dessus? Parce que Non. tolérante, oui, d'accord, mais à quel niveau? Alors, on a parlé tolérance JNO sur les orges d'hiver et j'ai évoqué le fait que toutes les variétés n'étaient pas sur un pied d'égalité d'un point de vue sensibilité carie. Pour autant, aujourd'hui, on n'a pas de variété résistante ou tolérante à la carie, sauf une, je ne sais plus laquelle c'est. Tilsano. Tilsano, voilà, merci. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des programmes de recherche qui sont lancés par les obtenteurs et ils ont vraiment identifié la problématique carie comme quelque chose d'important sur lequel travailler. Mais pour l'instant, sur le blé, mis à part Tilsano, on n'a pas de variété à bon comportement à la carie, quoi. Retenez en tout cas que sur la carie, analyse carie impératif et que la contamination sur le blé ou sur les céréales sensibles à la carie s'opère entre l'alvé et le stade 3 feuilles. Donc, plus ça mettra de temps pour aller chercher ce stade 3 feuilles, plus vous êtes potentiellement exposé à des contaminations carie. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, Estelle, mais non, on a la tolérance GNO, oui, On n'a c'est pas de vrai, recul. non, ça Pas existe assez de aujourd'hui recul. sur les variétés orge d'hiver. Enfin, pas à mon niveau. Peut-être que des spécialistes des céréales à paille sauraient peut-être venir compléter le propos, mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de. On a des résistances à la mosaïque, on a des résistances comme ça, mais sur la JNO, pour l'instant, on n'a pas d'infos de ce type-là sur les variétés blé. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, et petite question autour du colza, qui n'a rien à voir avec ça, mais Bah, qui n'a rien à voir avec ça, oui et non. C'est-à-dire que en lieu et place du blé sur blé de luzerne qu'on évoquait tout à l'heure, pourquoi pas tenter un colza, effectivement. On est sur une espèce qui est quand même largement sous-représentée. On n'est pas sur des volumes trop importants. Je pense qu'il peut y avoir une petite place sur la mise en marché. Le problème du colza, c'est que c'est un peu qui tout double. Enfin, si c'est une année à insectes, tu récoltes au broyeur. Par contre, des bonnes années, ça peut y aller. Par contre, l'avantage que ça peut avoir, c'est que ça peut être une bonne culture d'opportunité. C'est-à-dire, bon, tu envoies le colza. Si ça peut aller au bout, bah, tu l'amènes au bout sans problème. Et sinon, en sortie d'hiver, tu vas toujours attendre de le retourner pour faire une autre culture plutôt de printemps, du coup. Et entre-temps, ça t'aura fait un couvert derrière un blé de luzerne qui va bien pour te fixer l'azote. ouais, tout à fait. Et au niveau variété, vous avez un peu des idées sur les hybrides ou sur les lignées? Ce que vous préconisez là-dessus? Alors, Simon, Mais c'est sans se baser sur des chiffres ou quoi, mais un point de vue très personnel, il y a des lignées qui sortent très bien aujourd'hui et qui te permet éventuellement de te garder quelques sacs de semences en vue d'éventuels couverts ou autres. Là où ressemer un hybride, bah, du coup, tu sais jamais trop quel caractère tu auras dans le sac. C'est très personnel, enfin voilà, c'est pas chiffré ni Ok. rien, mais pour moi, il y a des lignées qui tiennent bien le coup. Je sais pas si vous avez d'autres. Après, ce qui est sûr, c'est que niveau Île-de-France, on n'a pas d'essai et on n'en fera pas parce que c'est trop compliqué. Mais je pense que ça vaut le coup d'aller voir chez nos voisins
qui ont un peu moins de difficultés et qui auront peut-être des données, là-dessus. Je pense Pays de la Loire et Normandie, Bretagne, enfin à l'ouest. Faudrait peut-être regarder ça. Alors, moi, personnellement, je reste convaincu que la complexité du colza, et sinon, tu as raison d'évoquer, c'est de passer au travers les mailles des agresseurs qui peuvent être limaces dans les phases d'implantation, petite altise, puis grosse altise, puis charançon du bourgeon terminal, puis charançon de la tige, et puis cerise sur le gâteau, quand tout va bien, on se fait défoncer au méligette à la fin. Première chose. Deuxième chose, la vraie problématique du colza, c'est de réussir une implantation de qualité. Et quand on a réussi à passer au travers d'une implantation de qualité et au travers des insectes, on peut éventuellement parler de la pertinence d'une performance d'une variété versus une autre variété et quid au milieu d'un paysage de 10 variétés qui seraient passées au crible. Moi, si j'avais une seule préconisation à faire au niveau des variétés, c'est de vous préconiser impérativement la lignée ES Alicia en mélange à hauteur de 10-15% de votre dose de SMI, parce que c'est une variété qui est reconnue comme étant parmi les plus précoces. Vous allez taper sur Internet 3615 code Mapoule ES Alicia et vous allez voir que souvent elle est notée piège à méligette ou contournement méligette parce que sa précocité floraison fait qu'on a des épanouissements de fleurs qui disent à la méligette, laisse mes boutons tranquilles et viens butiner, chercher le nectar sur ces pieds-là. Donc déjà, ça peut être une stratégie de contournement de la problématique méligette. Pour le colza, je vous le redis, moi je pense que une des meilleures places dans la rotation pour moi, ça serait sur un antécédent luzerne, parce qu'en plus, on sait qu'à ce niveau-là, on a des gros flux d'azote disponibles, et c'est quand même la caractéristique des crucifères d'aller piocher et de prélever l'azote minéral disponible. Et c'est justement ce dont a besoin le colza pour mettre en place une biomasse relativement importante. Pour réussir à mettre en place cette biomasse importante, je reste convaincu qu'il faut que vos colzas soient semés au 15, peut-être 20 août au plus tard. Que malgré le fait qu'ils soient bien assolés en anté-précédent luzerne, ça me semble pertinent de jouer un apport de ferti à autour de, je ne sais pas, 2 tonnes de fiente. Il me semble hyper pertinent de vous rappeler que biner du colza à 25 cm, j'ai du mal à y croire. Quand vous arrivez au stade 4-6 feuilles, vous allez être sur un colza qui est déjà couvrant quasiment malgré des interrons de 25. Donc moi, j'ai tendance à penser que le semis en monograine, vous permet de sécuriser l'implantation et de faciliter le binage avec des interrons de 40-45 qui vous permettent de rentrer tard en saison dans vos parcelles. Et puis, par rapport aux stratégies d'implantation, moi, j'aurais tendance à vous le préconiser en conduite associée pour jouer la dilution sur les effets parasites et notamment grosse altise. C'est des choses qui ont déjà été mesurées dans les essais conventionnels par Terrinovia. Peut-être que ça pourrait passer, j'en sais rien, je dis peut-être une grosse bêtise, mais n'hésitez pas à intervenir si vous avez des suggestions, par une préparation au top du top qui vous permet au passage d'incorporer votre fiente, de passer un coup de semoir en combiné pour semer un couvert qui pourrait contenir, moi je sais pas, 10 kg de sarrasin, 5 kg de fenouil grec, un petit peu de geste si vous en avez, et pourquoi pas de la févrole si vous n'en avez pas dans la rotation. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de plutôt être sur une dominante légumineuse et impérativement des plantes gélives, et de venir sursemer avec votre semoir monograine. Tant que ça se tient propre, tant mieux. Et puis le jour où il faut péter la tronche au couvert dans l'interrang parce qu'il y a un besoin criant de gestion de, moi je sais pas, géranium, graminées et j'en passe, ben tant pis, on détruit le couvert. Quitte à pas être trop exigeant sur le binage à proximité immédiate du colza sur le rang pour préserver un petit peu d'espèces et une languette non travaillée d'une dizaine de centimètres sur le rang, pourquoi pas. Et puis pour revenir sur les aspects variétés, moi, je me souviens quand je suis arrivé à la chambre il y a une quinzaine d'années, à l'époque, on était sur un paysage variété en conventionnel qui était à 95% des variétés lignées, puis on a vu les premiers hybrides arriver. Et puis aujourd'hui, en conventionnel, vous êtes quasiment plus que sur de l'hybride. Et compte tenu du coût de la semence, on avait eu l'idée dans les essais variétés à l'époque de ressemer de l'hybride et de voir quelle était l'incidence de ça. Et globalement, moi, ce que je retiens, c'est qu'en gros, on faisait 10% de rendement en moins
que le rendement moyen des essais ou que le rendement moyen de la variété hybride issue d'une semence de base. Donc, faire de la semence de ferme avec de l'hybride, encore une fois, je reste convaincu que tout ce qu'on évoquait avant, la qualité d'implantation, la maîtrise du salissement, une levée rapide et vigoureuse, la mise en place d'une grosse biomasse qui sera gage de capacité de compensation pour vos colzas. En fait, c'est ça qui se cache derrière ça. Quand vous avez un colza qui rentre à l'hiver gros comme ça, il va monter ficelle avec une tige grosse comme ça, et il a une capacité de point d'insertion, de point de ramification secondaire relativement limitée, à la différence de gros coups gros comme ça, avec un pivot de 2 cm, où là, vous avez de réelles capacités de compensation, à la fois sur une densité qui serait un petit peu décevante parce qu'on s'est fait chafouiner aux limaces, aux pigeons, j'en sais rien, ou au sec, et puis à la fois aux attaques éventuellement de grosses altises. Donc c'est pour ça que préparation aux petits oignons, semis de bonheur, sur apport de fertile, sur antéprécédent luzerne. Et bon, sincèrement, la problématique variété, Mathieu, je suis pas sûr que ça soit le truc le plus prégnant dans la réussite de vos colzas, mais peut-être que je me trompe. Ok, merci Rémi. Et associé avec lentilles aussi, c'est ce que fait Rémi Singier, ça a l'air de bien fonctionner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ouais, complètement. Ça fait partie des espèces que j'aurais pu citer, typées printemps, typées légumineuses et a priori gélives. Et donc févrole de printemps. Impérativement. Ok, À merci. condition que tu n'en aies pas 2 ans plus tard dans la rotation. Ouais. Est-ce que compte tenu des opportunités de marché, moi je sais que je vais un petit peu pousser pour le colza parce que les opportunités, il n'y en a pas non plus énormes, hein, sincèrement, quand on veut construire une rotation. Je pense qu'il y a pas mal aussi de travail à faire sur les variétés pseudo-tolérantes aux attaques de tout type d'insectes à l'automne. Là, j'aimerais bien savoir un peu le comportement de ces variétés-là. Voilà, si ça peut nous permettre de sécuriser un petit peu plus le colza ou pas. Voilà, c'est une réflexion à avoir. Alors, association d'idées, Eric, moi je ne sais pas si vraiment il y a des variétés qui sont plus tolérantes que d'autres aux attaques d'altise et autres. Par contre, il y a un truc quand même qui est important sur le profil variétal que vous allez retenir, c'est compte tenu de la date de semis qu'on vous préconise, c'est-à-dire même à la limite, si vous voulez l'engager au 10 août, hein, c'est pas un mal, simplement aller chercher des variétés peu sensibles à l'élongation. Quand on va semer ces colzas aussitôt, la sensibilité élongation de vos colzas peut être quelque chose de problématique si jamais vous aviez la chance et le problème de riche de voir une super belle levée, des colzas partir fort et de vous retrouver avec des débuts d'élongation au mois de décembre qui pourraient exposer vos pieds de colza à du gel. En fait, c'est ça ce qui se cache derrière la sensibilité élongation. Et puis, ça peut être des fois aussi porte d'entrée de certaines maladies du pied, type FOMA et autres. Donc voilà, c'est peut-être le seul critère variété sur lequel on a des infos claires et précises aujourd'hui au niveau des catalogues variétaux. Maintenant, encore une fois, hybride, ligné, pas d'idée arrêtée par rapport à ça. Et pour moi, il n'y a pas eu de passage au crible, Eric, sur les sensibilités aux ravageurs. Rémi, je pense que Terrinovia commence à noter quand même le comportement des variétés par rapport aux insectes. Il y a des notations qui commencent. Alors, c'est peut-être pas encore systématique, mais ça commence à se faire quand même. D'accord, c'est un peu Nous, l'histoire certains fournisseurs nous remontent des notations de Terrinovia par rapport au comportement des variétés à l'automne vis-à-vis de l'altisin, notamment. D'accord, ok. Oui. Bon, c'est un peu le tort de vos conseillers bio de ne pas croiser trop de colza sur le terrain. Et donc, du coup, on est un petit peu out par rapport à ce qui se raconte en colza. Par contre, retenez un truc important. Que vous soyez en oléagineux, quelle que soit l'espèce, ou en protéagineux, quelle que soit l'espèce, Terrinovia vous propose un outil qui s'appelle MyVar, Oui. que vous avez en ligne, My, MY, VAR, VAR, que vous avez en ligne, ou que vous pouvez télécharger également en appli sur vos smartphones, qui permet d'aller chercher une espèce et au sein de cette espèce d'aller chercher une variété et d'avoir le profil agronomique de la variété, sa précocité, et vous pouvez même mettre dans le panier plusieurs variétés et les comparer les unes aux autres.
Donc ça, c'est un petit outil qui, des fois, peut être assez sympa. Par exemple, je dis une ânerie sur du tournesol, sur du soja ou sur du colza, par exemple. Mais si jamais vous avez des velléités de partir en colza et que vous avez des interrogations de ce type-là, effectivement, on peut aller solliciter Terrinovia pour aller chercher ces infos. C'est vrai que ça reste l'espèce phare pour cet institut technique et c'est pas pour leur tirer une cartouche de manière indirecte à la volée, mais ils sont pas toujours très réactifs sur les protéagineux. Il y a bien une espèce sur lesquelles ils bossent, c'est le colza. Donc s'il fallait aller chercher des infos, on saurait les solliciter, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a même un piège à Altiz, comme pour Méligette, chez KWS, ça s'appelle KWS Escape. Donc, ils utilisent une variété qui est très sensible aux altises pour attirer un maximum les altises sur cette variété, à l'image de ES Alicia pour les méligettes. D'accord, ok. Bon, bah, Voilà. merci pour l'info, Estelle. Quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et si ton colza au 15 avril ou début mai est complètement ravagé, tu fais quoi après, à la place? Bah, je pense que c'est une période à laquelle où on pourrait éventuellement encore envisager un maïs, par exemple. Sur un antécédent luzerne, ça me semble pas trop déconnant. Ouais. C'est une espèce qui est très fermentescible, qui du coup peut se détruire pas trop mal. Si tant est que si tant est que la parcelle soit pas trop sale, mais d'un autre côté, si on était déjà dans un terrain de matricaire et compagnie, je pense que vous auriez peut-être déjà opéré le choix de la démancher. On pourrait peut-être envisager aussi un chanvre, pourquoi pas. Bon, voilà, je sais pas. Mais bon, il y a quelques portes de sortie. Ce qui est sûr, c'est que au mois d'avril, en gros, le stade F1 dans la région intervient autour du 10-15 avril. Donc, s'il fallait prendre une cartouche à la Méligette, c'est à peu près à cette période-là où on le verrait, je pense. D'accord. Et c'est vraiment la dernière grosse déconvenue, selon moi, si on a opéré le choix de maintenir la parcelle. Mhm. Ok. Bon, après, il y a peut-être d'autres choses à creuser aussi, hein. Mathilde a fait une visite hier sur du lin textile par l'intermédiaire de la coopérative du Neubourg, qui pour certains territoires des Yvelines ne serait pas opposé voire même potentiellement intéressé à développer un petit bassin de production. Bon, voilà, c'est sûr qu'il faut essayer de se bouger. On est dans une conjoncture un petit peu moins confort que par le passé. Et puis, essayer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Donc, eux, ils recherchent des producteurs de lin fibre bio. Mathilde? Oui. Bah, enfin oui, en tout cas, c'est une coopérative qui est prête aujourd'hui à accueillir des nouveaux producteurs et qui s'intéresse aux Yvelines parce que c'est un territoire où finalement ça se passe bien, même si c'est un petit peu loin pour eux. Mais voilà, c'est un territoire où il y a des producteurs potentiels, parce que c'est vrai que la Normandie, c'est déjà un peu «bouché» entre guillemets. Donc oui, de toute façon, on vous fera parvenir un compte rendu, de cette réunion, mais Ouais, mais donc peut-être pas jusqu'en Seine-et-Marne alors. je pense que la Seine-et-Marne, ça va faire un peu loin. Non, D'accord. jusque dans les Yvelines, on a parlé, voilà, Rambouillet, tout ça. Donc ils Ok. sont prêts à venir quand même, un peu plus loin qu'ils sont aujourd'hui, dans les Yvelines, mais pas jusqu'en Seine-et-Marne. Je pense qu'on peut peut-être, dérouler si on a fini sur le sujet, si vous avez plus d'autres questions. Je leur ai fait peur, tu leur as dit que je t'avais tiré les oreilles, Rémi. Bon, bah, on peut dérouler sur les protéagineux d'hiver, même si, il y a rien de trop neuf. En tout cas, on n'a pas du tout fait de révolution, là-dessus. C'est les mêmes précaux que l'année dernière. Ouais. Barre-le envisageable en pire.
Voilà, c'est les mêmes précaux que l'année dernière. On retrouve en pois fourragé, astéroïdes et ascension en valeur sûre. Astéroïdes, bon voilà, comme on le dit depuis 2-3 ans maintenant, on vous le conseille pas en pur, contrairement à ce qui avait été dit au départ. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur les fourragés, mais... Non, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que la grosse interrogation que moi j'ai à titre personnel aujourd'hui, c'est de voir comment les marchés seraient susceptibles d'être peut-être en capacité d'avaler du poids protéagineux que moi j'identifie comme étant plus en capacité de déplafonner un petit peu les rendements. Et on en discutait en préambule de cette présentation. Tout à l'heure, David, tu nous affiches un potentiel Furious à 45 quintaux. Moi, j'ai eu un témoignage hier de quelqu'un qui en sortait 33 quintaux sur des terrains relativement courts. Bon, je pense que le poids protéagineux peut être quelque chose de pertinent. Après, voilà, en se renseignant impérativement, toujours pareil, avec vos partenaires de la collecte, de voir comment ils peuvent être en capacité de se positionner avec vous pour la collecte et la mise en marché de ces lots. Moi, ce que je trouve un petit peu escagassant sur les pois fourragés, c'est que je sais pas, peut-être à tort, mais j'ai l'impression que ça plafonne un petit peu au niveau des rendements. Ça se traduit par quoi? C'est qu'aujourd'hui, la case protéagineux en plaine, elle est de plus en plus remplie par de la févrole, compte tenu des déconvenus qu'on a pu voir chez les uns, chez les autres ces dernières années. Se rajoute à ça les aspects tanins sur certaines variétés en pois fourragés. Et puis quelque chose de tellement poussif en sortie d'hiver à se mettre en place que bah voilà, on n'a pas trop de concurrence au salissement. On ose à peine aller les gratouiller parce que dès qu'on fait des blessures, et que c'est suivi d'un coup de gel, on voit de la bactériose se mettre en place dans les parcelles. Donc, bon, je pense effectivement qu'il y a peut-être quelques petites cartes à jouer en protéagineux. Pour autant, le protéagineux, voilà, malgré sa capacité à produire de la biomasse, moi, je me satisfais d'entendre que vous arrivez à avoir de bons résultats quand vous les conduisez en pur, mais c'est quelque chose qui me semble pas forcément toujours être très sécurisé quand même, d'un point de vue effet couverture. Je ne sais pas ce que tu peux en dire, David, mais bon, un poids. Alors, cette année, c'était la première fois que je le faisais en pur depuis 5 ans. Jusque-là, ça a toujours été du poids triticale avec un mélange, on va dire 90-90. Et cette année, ils étaient vraiment très sales. Voilà. Or, les autres années, quand j'étais en triticale, quand j'étais en poids triticale, j'ai jamais eu de problème de matricaire ou quoi que ce soit. Là, cette année, j'étais empouillé, j'avais un coin de parcelle. D'ailleurs, c'est encore dans la remorque, faut que j'aille le trier là tout à l'heure. C'était abominable. Abominable. Les poids étaient en dessous, mais et il y a vraiment un problème de salissement en pur. Ce qui était impressionnant, c'est que les poids ne payaient pas de mine. Pourtant, ouais, les remorques sont là, donc ça, c'est assez impressionnant. Et l'autre problématique, qui n'est pas des moindres, c'est la problématique pigeon. C'est-à-dire que quand on est en poids triticale, on n'a pas de problématique pigeon, parce que les pigeons n'ont pas moyen d'arriver dedans. Quand on est en pur, j'avais des chasseurs cette année, donc j'ai pas eu trop de problématiques, mais tout le monde n'en a pas. Et il y a un coin de parcelle où les chasseurs n'y étaient pas, et là, grosso modo, ça a fait 0. Ouais. Ça a fait 0, les pigeons n'ont rien laissé. Ouais, et... ça fait 3 semaines à moi qui sont dans la parcelle. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, moi, je reste convaincu que l'association, elle permet quand même de venir compléter, je dis souvent en rigolant, le poids protéagineux, il peut être haut comme la table, et avant de se tasser un petit peu, hein, parce que tu décrivais tout à l'heure une récolte où il fallait poser la coupe par terre, mais c'est quand même pas des végétations qui sont occultantes et qui laissent rentrer beaucoup de lumière. Donc là, toi, tu décris une problématique dans tes terres limoneuses de matricaire. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi des déconvenus des fois de voir un petit peu de levée de salissement estival en sortie d'hiver. Je pense à des renouées qui pourraient rentrer dans la danse au mois de mars. Et moi, j'ai tendance à penser que la paille vient améliorer l'effet couverture et ton témoignage, David, nous conforte là-dessus. Et puis l'autre chose, c'est que la paille, elle peut aussi
inciter le poids à être discipliné et de tolérer du binage malgré la mise en place de vrilles dans les parcelles où malheureusement des fois on voit un petit peu de salissement qui pourrait le justifier. Bon. Il y a 2 ans, on avait eu un gros coup de gelée au 1er avril. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ouais. Si je n'avais pas eu de triticale, je récoltais 0 dans la parcelle. Et ce qui est impressionnant, c'est que le triticale, en fait, a profité justement de la disparition du poids. Des poids. Et on s'est retrouvé à faire pour 90 grains semés, on a fait, donc c'était le bikini, on a quand même fait 33 quintaux de bikini. Si j'avais eu que des poids tout seul, j'aurais fait 0 dans la parcelle. Donc, je pense que l'association a vraiment a lieu d'être. Mais après, voilà, c'est aussi ce qu'on cherche, parce que je pense que les reliquats en association sont quand même nettement moins intéressants que en poids tout seul. Ouais. Alors, par contre, attention à la précocité des triticales que vous pourriez associer. C'est pour ça qu'on vous le met en bas à gauche de la diapo. Là, la variété bikini, là, retrouve du sens. Le poids d'hiver est quand même très précoce à maturité. La meilleure preuve, c'est que, voilà, à date, aujourd'hui, on a les premières parcelles qui sont récoltées. Donc, même si le triticale n'a pas vocation à... C'est pas l'espèce qu'on souhaite récolter, pour autant, c'est quand même con de ne pas la faire monter en trémie. Et puis, c'est une céréale qui est quand même pas toujours facile à battre, donc si elle n'est pas à pleine maturité, ça peut quand même complexifier un petit peu l'exercice de style. Après, il peut y avoir aussi des stratégies en association avec de l'orge d'hiver, hein, pourquoi pas, qui seraient à mon sens plus facilement synchrones que des triticales à maturité avec un poids d'hiver. Se pose là, par contre, la capacité que vous auriez à séparer pour faciliter la collecte. Autant des poids triticales, ça peut éventuellement être mis en œuvre sans trop de difficultés par vos opérateurs de la collecte. Autant associé à de l'orge d'hiver, c'est déjà un petit peu plus touchy pour la mise en marché. Bon voilà, rien de neuf sous le soleil. Il est possible qu'on remette le couvert l'année prochaine. Pour l'instant, c'est pas encore bien arrêté. Terry Vinovia nous fait savoir qu'il y aurait peut-être quelques variétés, notamment protéagineux dans les cartons qui pourraient apporter quelque chose. On voit si on remet le couvert ou pas l'année prochaine dans le cadre d'un réseau. Vous avez le tableau de préco des densités en bas. Et on se tient à votre disposition s'il y avait besoin sur ces aspects variété plantes. Et puis on complète le propos des protéagineux par les aspects févroles, où on vous décline ici les différentes densités de semis, en vous rappelant que le pire ennemi de la févrole, c'est la févrole. Quand elle est en surdensité, on l'a vu cette année avec des qualités de semences de févrole qui étaient quand même exceptionnellement bonnes. Les parcelles trop denses, on a des févroles qui font 1,80 m de haut, vous rentrez dans le couvert, à moins de 80 cm de hauteur, il n'y a pas une gousse. Donc c'est un jeu d'équilibre où il faut essayer d'aller trouver un bon compromis de densité. Donc vraiment, si vous voulez ouvrir le semoir, interdisez-vous de monter au-delà de 40 grains mètre carré. Et puis, on a tendance à vous proposer là aussi éventuellement de l'associer pour améliorer l'effet couverture de ce protéagineux qui va être parmi les plus tardifs à maturité et qui a quand même un bon mois à aller chercher entre le moment où ça se défolie et le moment où on peut rentrer dedans la moissonneuse batteuse. Une petite remarque à la volée par rapport aux événements climatiques que vos parcelles de févrole ont enregistrés il y a 10 jours. Globalement, vous avez été beaucoup à nous faire remonter des visuels pas sympas dans vos parcelles de févrole. Retenez que globalement, les tissus étaient en train de s'orienter vers une sénescence en lien avec les 15 jours, 3 semaines de vent d'Est séchant et le gros coup de sec. Donc la plante avait enregistré cette information et était en train de se défolier tout doucement. Vous l'avez peut-être même constaté dans les parcelles qui ont été chafouinées par les orages, le coup de vent et la pluie.
elles étaient en train de se défolier et c'est pas la grêle qui a fait perdre les feuilles, c'est que la plante était naturellement en train de s'orienter vers une sénescence, ce qui fait que le haut de vos plantes était plus trop réceptif, pas turgescent et ça a pris de plein fouet le vent et c'est pour ça que vous avez vu le haut de vos févroles cassés. Et globalement, ça s'est constaté dans la quasi-totalité des parcelles, avec des hauts de plantes cassées au-dessus du point de nouaison de vos gousses. Donc, l'incidence du truc est relativement modérée selon nous. Il y a quelques petits secteurs qui ont été un petit peu plus chahutés. Je pense notamment au plateau de Saclay, qui ont eu 2 fois des gros cumuls de flotte avec beaucoup de vent, où là, pour le coup, c'est roule-boulet par terre. Si jamais vous êtes assuré, nous, on a tendance à vous inciter à quand même faire la déclaration. Ça mange pas de pain, mais voilà, pour le coup, l'incidence est relativement limitée à notre avis. Au niveau févrole, rien de neuf sous le soleil, on prend les mêmes, on recommence. On a un gros coup de cœur sur Axel, qui reste pour nous la variété référente aujourd'hui, qui a du mal à se faire doubler par d'autres variétés. Sinon, évidemment, il y a Nebraska qui peut être une variété s'il y avait des difficultés à trouver de la variété Axel. Pour votre info, moi je l'avais vu en comparaison chez un agriculteur qui avait les 2 variétés l'une à côté de l'autre il y a maintenant un mois et demi, un bon mois. Axel était plutôt saine et Nebraska montrait des petits pieds de cuve de mildiou. On avait des démarrages de botrytis, des démarrages d'anthracnose. Alors c'était pas lance-flamme, mais il y a un petit bout d'explication de la performance d'Axel à mon sens sur la résistance de cette variété aux maladies notamment. Et Irena, non? Il faudrait qu'on ressorte les résultats d'essai, mais globalement, Axel met toujours une petite longueur d'avance et Terrinovia confirme la tendance. Même si Terrinovia est, encore une fois, je ne cherche pas à leur mettre des cartouches dans le dos, mais un petit peu poussif à nous produire des synthèses. Parce que par rapport à la tempête, c'est assez impressionnant. Dans le même champ, la Nebraska a été cassée en deux, l'Irena, elle est restée debout. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça, à mon sens? La précocité. C'est-à-dire que Irena est sans doute un petit peu plus tardive et donc du coup elle n'était pas encore pleinement rentrée en sénescence et elle avait des tissus un petit peu plus turgescents et plus en capacité de tolérer les petits coups de vent et la pluie, quoi. Et quand tu dis que Nebraska est un petit peu plus chahuté, pareil, tu partages le constat, c'est le haut des plantes et c'est pas cassé à ras de terre. Non, c'est que ça dépend. Ça dépend. Les vents étaient violents. Ouais, mais bon, je pense que ce qui se cache derrière, c'est des écarts de précocité, avec des tissus plus ou moins en capacité de tolérer l'aléa climatique qui est passé sur vos parcelles. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on est sur une génétique quand même hyper vieillissante, quoi. Il n'y a pas trop de renouvellement sur la févrole. C'est le moins qu'on puisse dire, quoi, parce que Axel, je sais plus ce que c'est l'histoire d'Axel, mais elle a changé de nom dans la bataille, mais c'est une génétique qui a plus de 20 ans, hein, la variété Axel. Et là, pour le coup, à l'occasion de notre passage sur les culturales, il y a Cécile Legal, donc l'animatrice bio de chez Terrinovia, qui est venue nous faire du grain en nous disant il y a quelques variétés qui pourraient bousculer un petit peu le truc et on a envie de mettre en place un réseau inscription. Donc, est-ce que vous seriez partie prenante à faire un essai? On lui a répondu oui, mais à condition qu'on ne soit pas tout seul et à condition que l'Institut fasse les synthèses. On a déjà fait des essais par le passé, on n'a toujours pas vu les synthèses sortir. Ça. Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi et c'est peut-être un peu le problème de ces espèces sous-représentées, beaucoup multipliées en ferme et pour lesquelles les royalties qui rentrent chez vos obtenteurs sont relativement limitées, ce qui limite un petit peu les velléités de travaux de sélection, quoi. Est-ce que c'est bon pour vous sur ces aspects-là? Bon. On a peur de Mathilde. Oh, ouais. Tu sais qu'elle nous mène la vie dure, hein, Mathilde. C'est pas facile pour nous tous les jours, Eric. Hein. Bon, voilà ce qu'on vous avait préparé pour ce matin. On avait éventuellement la diapo bonus sur les couverts. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle couverts, si vous avez des interrogations couverts ou pas.
Si, ça va être une année à couvert. Ouais, Ça si, va être une rapidement. année. Si, pourquoi pas. Eh ben allez, on déroule. Sur les couverts, bon, rien de neuf sous le soleil. On vous propose cette diapo qui synthétise un petit peu en fonction de vos périodes de semis, vos périodes de destruction, de savoir si c'est avant légumineuse ou avant autre culture, des propositions d'espèces. L'idée, c'est que, évidemment, avant légumineuse, bah, on a un terrain de jeu qui est un petit peu plus souple dans le choix des espèces, et qu'avant les cultures qui vont en exprimer des besoins en azote, bah, on va essayer d'aller chercher des légumineuses. Ce qui n'est pas rigolo, bien souvent, c'est les météos que vous enregistrez à l'été et les compromis que vous devez opérer par rapport aux travaux de déchômage qui sont très prégnants dans vos conduites bio. Un, pour déstocker, opérer du faux semis quand ça veut lever. Et puis, deux, gérer les vivaces qui, des fois, vous emmènent tard dans les travaux et qui vous imposent, des fois, d'implanter vos couverts un petit peu sur le tard. Quand on implante des couverts sur le tard avant des espèces gourmandes en azote, bah, des fois, ça peut remettre en question la stratégie d'implantation de trèfle. Ce qui fait que bah, on reporte plutôt le truc sur des stratégies protéagineux. Et ce qui est un petit peu embêtant avec les protéagineux, c'est que bah, souvent, ils sont présents dans la rotation. Donc, c'est là où le jeu de compromis n'est pas facile. Quand on a dit ça, on n'a pas fait beaucoup avancer le schmilblick, mais voilà, avant les cultures gourmandes en azote, le couvert réglementaire moutarde à 4 kg, il ne nous paraît pas forcément hyper pertinent. Après, avant vos légumineuses, tu cherches mon chargeur, peut-être. L'ordinateur qui a faim, il a besoin de batterie. Est-ce que vous avez des petites suggestions, des petites remarques à faire par rapport à ça, des choses que vous avez déjà engagées, des choses que vous souhaitez engager? Oui, on veut un technicien ACS bio. D'accord, ok. Bah, écoute, pour rien te cacher, enfin, pour nous, c'est le Saint Graal hein, de conduire de l'agriculture de conservation des sols en bio, quoi. Moi, je dis juste que du couvert permanent, ça vous interdit de déchaumer, et semer dans des couverts vivants, c'est prendre un ticket de loto. J'ai rien contre la pratique. Je suis peut-être trop de la vieille école. Vous avez des techniciens qui ne sont pas spécialisés de l'ACS, mais qui ne demandent pas mieux que de suivre des parcelles ou des bouts de parcelles et allez pas tenter des expérimentations sur l'intégralité de la surface de vos exploitations, quoi. C'est la seule chose que j'ai tendance à dire. Oui, bien Euh, sûr. on a des fois des discours un peu pro de ces pratiques-là. Moi, je dis oui, pourquoi pas, mais à titre expérimental et sur des surfaces relativement contenues. On peut vous témoigner de ce qu'on a fait dans l'essai au petit sol. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être pas, mais on a fait l'effort de conduire le truc pendant 5-6 ans en comparaison d'une bande labour, une bande TCS et une bande en semi-couvert permanent. Je vous assure qu'on a essayé de se donner les moyens. Voilà, on a bâché le truc à un moment donné. Alors, on aurait pu continuer à faire l'essai, hein, avoir la parcelle s'empouiller de chardon, faute de travail du sol, avoir les échecs de culture une année sur deux, voire 2 années sur trois. Euh, Sincèrement, pour nous, c'est le Saint Graal. Moi, ce que je dis juste, c'est attention au manque d'objectivité que vous pourriez rencontrer sur les discours que vous allez avoir de certains agriculteurs qui témoignent sur les réseaux, parce que pour le coup, c'est des agriculteurs qui communiquent beaucoup, qui vont mettre le focus sur les 20 mètres carrés de parcelles qui ont bien marché et qui oublient de dire que 50% de la ferme derrière est récoltée au broyeur. Mais après, encore une Ouais. fois, si vous avez des choses qui vous semblent pertinentes, que vous voyez des choses qui ont bien fonctionné, faites-le savoir. On est là pour faire le suivi de vos parcelles. On ne demande pas mieux que de vous payer des reliquats avant, après, pendant, de faire des notations. On est équipé pour vous accompagner en pesée de biomasse, de pesée à la récolte. On veut bien vous payer les analyses de qualité. Mais il faut être objectif. Voilà. On est d'accord.
Ça me paraît compliqué. Bah Bon, oui, et d'autres- c'est Pardon. compliqué et encore une fois, pour nous, ça serait le modèle idéal, quoi. On sait que en bio, on est vertueux sur certains trucs et vraiment pas performant sur d'autres, et notamment le travail du sol. On sait qu'on intensifie beaucoup trop le travail du sol. On sait qu'on laboure beaucoup trop systématiquement. On sait qu'on brûle de la matière organique à intensifier ce travail du sol. Que dans certains de vos terrains fragiles, l'intensité de ce travail du sol n'est pas toujours très pertinente et que oui, le modèle idéal, ça serait de pouvoir avoir du couvert permanent, de nourrir les petites bactéries, les vers de terre. Et, et aujourd'hui, on ne sait pas faire, quoi. Ou en tout cas pas de manière sécurisée. Mm. Mais si vous testez des choses ou si vous avez envie de tester des choses, on ne demande pas mieux, quoi, de vous accompagner là-dessus. Ouais, mais le problème, c'est que ton test, tu peux pas le faire sur 1 année ou 2 années parce que ton couvert, en fonction des conditions météo, va évoluer d'une année sur l'autre de manière complètement différente. Et en fait, tu peux rien faire de réplicable sur une autre exploitation. Et c'est les critiques qu'on a essuyées quand on avait fait l'essai Optisol. C'est les premières années, ça marchait pas parce que le système n'était pas à l'équilibre et que la Terre s'était pas reposée, que on nous a servi tout un roman pour nous dire mais c'est normal, il faut attendre 3-4 ans que tout ça, ça s'équilibre. Ok. Ouais. Et puis au bout de la 5e ou de la 6e année, que c'était plus qu'un champ de chardon, c'était encore d'autres excuses, quoi. Ouais, non, Mais mais tu as raison, ça passe par du pluriannuel impérativement. C'est pas des trucs qu'on voilà, si certains d'entre vous sont motivés par la question et qui sont disposés à nous mettre un petit bout de parcelle à disposition et qu'en plus ils ont le parc matériel qui va bien, parce qu'il y a ça aussi qui se cache derrière. mais Euh, il y a tes besoins économiques aussi, parce que si quelqu'un se suffit à faire 15 quintaux en blé économiquement, si ça lui va, voilà, c'est pas, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Moi, ça me nous, paraît délicat. Comme tu dis. c'est le constat qu'on partage, quoi. Mais voilà, peut-être qu'on n'est pas assez percutant là-dessus et qu'on passe à côté de. Mais bon, quand certains font le fer de lance de cette thématique, nous, ça a tendance à nous inquiéter et de manquer d'objectivité sur la communication des échecs qui sont des informations en soi euh, pour pas vous conduire dans des choses trop compliquées. Et encore une fois, attention à l'objectivité des infos que vous pourriez trouver. Je prends souvent un exemple, quelqu'un qui m'envoie un jour une vidéo en me disant mais si, regarde, ça fonctionne, quoi. Et ouais, la vidéo, elle venait d'où? C'était dans le Gers où la rotation, c'est soja, soja, blé, tournesol, quoi. Voilà, il faut que ça soit aussi transposable aux rotations que vous avez dans votre secteur. Aujourd'hui, vous avez pour la majorité d'entre vous une tête de rotation qui s'appelle la luzerne. Bah écoute, moi Mathieu, aujourd'hui, je ne sais pas faire, quoi. Moi, pour moi, une luzerne, si vous ne voulez pas récolter un truc en système fourragé derrière votre luzerne, ça passe par un labour. Je ne sais pas faire autrement. Oui, tout à fait. Ah, bon, après, je pense qu'il faut se former avant de se lancer à volo, comme tu dis. Mais bon, les luzernes, en les scalpant bien, on peut peut-être arriver à les détruire sans labourer. Après, je ne dis pas qu'il ne faudra pas travailler le sol. Mais je ne sais pas, on va essayer cette année, hein, David. Ouais, on va essayer. On va essayer de les détruire en les scalpant et voir un peu la sortie de ça. Pareil sur les trèfles au printemps. De toute façon, comme tu dis, Rémi, ce qu'il faut, c'est juste ne pas essayer sur des trop grandes surfaces pour pas mettre en jeu, voilà, des. On est Mais d'accord. faites l'essai et on sera super content de suivre, Oui, tout ça. à fait. Mais quand on voit que pour détruire une luzerne, parfois on est à 3-4 coups de des chômeurs à pas de doigts ou au cover crop pour les dézinguer, on entend dire, je dis bien, donc à prendre avec des pincettes, que 1, voire 2 bons scalpages sur la luzerne, elle est secouée. Alors après, on entend dire. Ouais. On va voir. Moi, j'entends dire que 1 ou 2 scalpages, c'est un préalable à faire un labour derrière pour détruire vos luzernes dans des conditions sécurisées, d'exprimer correctement l'effet précédent pour assoler une paille de manière sécurisée derrière.
Mais après, si vous voulez faire des comparaisons d'outils et d'itinéraires techniques de destruction, encore une fois, on veut bien aller faire des comptages derrière, des mesures de biomasse, des comparaisons de reliquats, vraiment avec grand plaisir. Ouais, ok, non, mais écoute, on se tient au courant. Pas de souci. Vraiment. Je suis désolé, je suis obligé de vous abandonner. Ouais, on Eh va ben, se. sois pas désolé, David, merci pour l'interactivité que tu as su donner ce matin à cette présentation. J'aurais juste voulu revenir sur une vieille variété de blé, c'était le feeling, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Eh ben, le Si vous feeling, c'est une variété très intéressante qui sortait parmi les premières variétés dans nos réseaux blé de printemps, qui est typée qualité et qui a la seule problématique d'avoir une note de 4 en rouge jaune. Donc attention à la sensibilité rouge jaune de cette variété. Avec David. D'accord. Ok, bon, bah, bonne journée à tous. Ben merci Mathieu. Et puis, bon, on va peut-être arrêter là du coup. Il est déjà 10h30. De toute façon, c'était la dernière diapo. Je ne sais pas si vous avez des interrogations ou des suggestions, des choses que vous auriez voulu nous soumettre à nous ou au groupe. Non, écoute, c'est Moi, bon. j'aurais On vous voulu dit. savoir un petit peu le budget couvert, entre guillemets, pour avoir un couvert correct. Ce serait quoi le budget idéal? Bah, c'est des choses qu'on avait creusées un petit peu à l'époque de l'atelier qu'on avait présenté, l'atelier couvert qu'on avait présenté en 2021. Et globalement, la fourchette prix, c'était de 40 à 80 euros à peu près, en fonction des objectifs qu'on s'assigne, quoi. Alors, c'est sûr que là, on fait des propositions de densité. Il y a des choses pour lesquelles on peut maîtriser le poste coût de semences, d'autres des espèces qui vont être un petit peu plus compliquées. Mais en gros, la fourchette, c'est ça. Et c'est à mettre en lien, si on refait le point, par exemple, sur les légumineuses avant culture gourmande en azote, de se dire que, par exemple, un trèfle correctement implanté, théoriquement, c'est potentiellement 2 tonnes de biomasse qui peuvent contenir de 20 à 30 unités d'azote, disponibles immédiatement pour la culture derrière. S'il fallait qu'on fasse le pendant par rapport à des tonnages de fientes, quand bien même le coût viendrait à se contracter un petit peu aujourd'hui, c'est des choses qui nous semblent pertinentes en termes de coût pour essayer d'aller titiller ces stratégies-là. Donc, je vois un petit peu des choses passer là sur des mélanges de couverts de 10, 12, voire 15 espèces différentes avec des budgets entre 120 et 170 euros de l'hectare. Voilà, ça me fait poser quelques petites questions, quoi. Bah, je te cache pas que moi, les propositions, on les a pas vues passer, mais si on les avait vues passer, ça nous aurait posé aussi quelques petites questions, quoi. Il me semble qu'il y avait une intervention au GAB d'un technicien suisse, je crois. Ouais, je sais pas. Nous, on n'ira jamais faire des préconisations, en tout cas avec des enveloppes de charges OP semences couverts aussi élevés que ça, quoi, hein, clairement. C'est Rémi. Bon, bah, du coup, merci à tous pour votre participation ce matin. On vous souhaite à tous de démarrer tranquillement les moissons, qu'on vous souhaite bonnes, apaisées. On vous remercie au préalable, comme d'habitude, de nous mettre les petits SMS, WhatsApp, pigeons voyageurs à votre convenance pour nous tenir au courant des tendances qui se dégageront de chez vous. Et puis, voilà, bah, bonne continuation à tous. Et puis, merci encore pour votre participation et l'interactivité que vous avez donnée ce matin. Merci à vous. À bientôt. Merci, bonne journée. Merci, Bonne journée. au revoir. Bonne journée, au revoir.